On y est. S'assurer quoi? Tu voulais dire quoi? Non, rien du tout. T'as été interrompu en fait quand t'es allé en live, Nassim. Tu disais quoi? T'inquiète, Ah, ok, là, je disais rien. tu peux être Quoi naturel. Ok, bah vas-y, je vais être moi-même alors. Arrête, ça va. Tu peux commencer en retirant tes lunettes. Je m'hydrater d'abord. Cristalline du Attends, foot. j'ai besoin de. Tu Je sais vois, pas si les gens se connectent là. purifier. Attends, on va. Comment tu vois s'ils se connectent? On va voir sur Je Facebook. vais vérifier. Moi, je vois, il y en a 10 là. Ah ouais? Il y a déjà une petite équipe. Costaud. Et Merci, les attends, amis. juste vérifier qu'on nous voit bien. Hop, ouais, je vois un live. Ok. De ouf. Stylé. Bah, déjà, merci aux premiers qui se connectent. Ouais, Merci Merci aux vrais followers. vous êtes les meilleurs. Cœur. Les Cœur autres, sur vous. ne me dites pas ça aux autres, s'il vous plaît. Ah cool, on peut. Du coup, Ouais. ils peuvent poster, on les voit les messages. Ok, mais déjà 20 personnes, c'est pas mal. Bonsoir Nathan. Bonsoir à tous. Par tout le monde. Merci pour le soutien. On commence bientôt, promis. Salut Nathan, ça va Nathan? Ouais. Merci pour ton message. Merci. Ouais. Ça représente vraiment beaucoup pour nous. 23. Bon, je pense que là, on a déjà de quoi faire un bon petit tournoi de foot. Hello, Flore. On fait semblant encore un peu qu'il y ait des gens qui se connectent. On est déjà satisfait des 25. Salut Flore, ça va? Salut Flore, salut Sacha. Faites pas genre vous connaissez les gens. Je connais, je te jure, tes potes. Flore, tu peux mettre un peu sur des potes. C'est moi qui les ai ramenés. C'est moi qui les ai ramenés. Sacha, s'il te plaît, sur des potes. Joli ça. Une commission. Ah, merci. Vous voyez bien. Adam. Merci le check, Nassim. Du coup, vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Petit chef. Ouais, de ouf. All good? Allez. Ok, génial. Merci pour la support, Levana. Nassim, on peut commencer bientôt. Hein. Tu penses? Ouais, vas-y. Hein. Je pense 27, là, ça fait bien. Ouais, je pense que. Et juste, peut-être le gros disclaimer, Nassim, avant qu'on commence, c'est notre premier live. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents. Ouais, soyez vraiment indulgents. Le setup est parti. Et patient avec nous. Si, ça fait plaisir à entendre. Ouais, de ouf. Top. Bon, bah, je pense qu'on va y aller. Encore une fois, merci à tous. Je vois qu'on est déjà une trentaine. Donc, merci infiniment. Cette semaine, vous avez tous été géniaux puisque vous avez liké la page, vous avez partagé. Il y a des gens qui ont partagé sans qu'on leur demande. Et ça nous a vraiment fait chaud au cœur à nous tous. Je peux pas. Donc, vraiment, big up à vous. Faut que j'arrête de dire big up, c'est pas très fun. Je pense qu'on peut commencer donc. Bienvenue. C'est pas grave. Pourquoi tu me coupes? Je t'ai bien lancé en plus. On sait que tu apprends, on sait que c'est ton premier live, c'est pas grave, t'inquiète. Je sais qu'il y en a fait plusieurs des lives déjà. Ok, je peux y aller? Merci. Donc, bienvenue sur Grinta, pour la première de Grinta, donc, qui est une chaîne qui n'a qu'un seul objectif, votre réussite. Donc, en fait, on est parti du constat assez, pas très original, mais tristement réel, que dans la vie, on partait pas tous avec les mêmes chances et que tout le monde avait soit forcément des difficultés un peu, soit internes, soit un peu plus externes. Et dans l'interne, j'entends pas forcément le bon environnement familial, pas forcément le bon réseau, un réseau quasiment inexistant ou très, très peu développé. Ou sinon, pour d'autres, c'est juste l'accès à l'information qui était pas le bon. Et donc, en partant de ce constat-là, on s'est dit, on a quand même vu autour de nous et on a vu en nous-mêmes que quand même c'était possible pour beaucoup. Et donc, notre objectif là, ça va être d'abord de vous dire que c'est possible, mais surtout de mettre la lumière sur tous ces modèles de réussite, de ces personnes qui ont réussi dans tous les domaines. Mais vraiment, on a vu des gens réussir dans la musique, dans la littérature, dans le cinéma, dans le rap, dans la physique, dans le droit, dans le business, et qui n'avaient pas forcément le réseau, pas forcément l'environnement et pas forcément l'information au départ. Et donc, ça, c'est un message plutôt positif. Et on veut le renforcer en disant que la France reste une incroyable usine à talent, une usine qui ne fonctionne pas très bien, parfois, et dont l'ascenseur social est de moins en moins fonctionnel, disons, mais qui a réussi à créer des super-héros. Nous allons maintenant vous raconter leur histoire. Toudoum. Donc là, normalement, on veut essayer, juste une pause, on veut essayer de mettre le truc de New York Unité Spéciale. Donc si quelqu'un sait le faire ou veut bien nous aider à le faire, ça sera vraiment
on est prêt à payer des kebabs. Ouais, juste pour pas que tu te sentes seul, je tiens à insister que c'était une bonne référence. Pour ceux qui connaissent, je vous invite à regarder la série. Elle est parfois un peu bancale, mais c'est une bonne référence. Donc j'applaudis. Mais plus sérieusement, en fait, qu'est-ce que Grinta? Ça va être une série d'interviews de 20 à 30 minutes de personnes qui ont excellé dans leur domaine, qui ont percé dans leur domaine et qui vont partager avec vous leur expérience, donc comment ils ont réussi à dépasser toutes les barrières qui se sont dressées en face d'elles, mais surtout à partager des conseils pratiques, actionnables, qui vont nous permettre à nous tous de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Maintenant qu'on a dit ça, l'objectif, ça va vraiment essayer de montrer la diversité des réussites. C'est-à-dire que la réussite n'est pas... on ne veut pas montrer juste un type de réussite, mais vraiment de celui de la musique. Enfin, pour caricaturer, quand on vient de banlieue, c'est fini l'époque où on était soit footballeur, soit dans le cinéma ou soit rappeur. Mais on peut réussir dans tous les domaines. Et c'est pas parce qu'on vient d'une zone rurale qu'on est obligé de percer à travers l'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré. Je viens de province, donc pour ceux qui viennent de province, s'il vous plaît, ne vous sentez pas à part si vous n'êtes pas de banlieue. On représente. Mais vraiment, on veut vraiment pas se limiter à un groupe ou à une partie de la société. On veut vraiment donc nous, notre objectif, ça va être de mettre la lumière sur ces gens-là. Et un autre de notre objectif, ça va vraiment d'essayer d'être dans la collaboration avec vous, de se dire que c'est un effort commun. Et c'est pas notre effort, mais c'est notre effort à tous, enfin juste à nous trois, mais notre effort à tous ensemble. À nous tous, pardon. Pas très français. Et pour cette première émission, du coup, on s'est auto-invité, on s'est permis, ça fait du bien et c'est gratuit. Ça fait du bien. Mon égo en avait besoin, je pense. Ouais. Alors, en cette période de confinement, on avait besoin d'un boost. Non, mais calmez-vous, on va retourner derrière la caméra après. Mais... Animation. Mais vas-y, vite. Ça va vraiment être de partager avec vous comment on a forcé l'apport des grandes écoles de commerce. Juste avant ça, je vais me permettre de faire un peu le forceur. Donc, s'il vous plaît, continuez à liker, à partager et parlez-en autour de vous de Grinta parce que maintenant que vous connaissez l'objectif, vous pouvez faire exactement ce que je viens de faire en mieux. Et la grande question, c'est qui sommes-nous? Mehdi, Nassim, Bilal, ESCP, ESSEC, HEC, les trois meilleures écoles de commerce en France, mais surtout l'ordre dans lequel elles devraient être. Je ne sais pas pourquoi dans certains classements, il y a un bug. Il y a HEC qui arrive en premier, on va essayer de travailler dessus. Non, t'inquiète. Mais plus sérieusement, c'est l'histoire de trois personnes à qui tout n'a pas forcément été donné au départ et qui ont réussi grâce à leur Grinta. Et la Grinta, vous avez été beaucoup à nous demander qu'est-ce que la Grinta. Hashtag Tibiné. Tener Grinta, en argentin, ça veut dire la rage de vaincre. Il y a eu un match en 1986, en quart de finale de la Coupe du Monde, où l'Argentine et l'Angleterre se sont affrontés. Et il faut savoir que 4 ans avant, il y avait eu la guerre des Malouines, où l'armée britannique avait écrasé l'armée argentine. Et du coup, la revanche s'est faite sur un terrain. Et la rage de vaincre des Argentins est restée dans l'histoire, tout comme la main de Dieu de Maradona à l'époque. Personnellement, je pense que Maradona est le meilleur joueur de tous les temps. Si vous voulez débattre, c'est dans le. Non, on va pas dans les commentaires. Mais voilà, c'était vraiment ce côté revanchard qui est parfois sain et qui a alimenté notre motivation et qui, je pense, alimente beaucoup de motivation chez vous aussi. Et notre objectif, ça va être de vous donner les clés et les outils pour réussir encore plus au maximum. Et parce qu'in fine, votre réussite sera la nôtre et qu'on pense vraiment au concept qu'il n'y a pas de réussite individuelle, mais qu'elle est forcément collective. Sur ces paroles, je vais donner la parole à Bilal. N'hésitez pas à nous poser des questions dans le live et on y répondra au fil de l'eau. Top, excellent. Merci beaucoup Nassim pour cette description. Salut à tous. Donc moi, Bilal Abdellaoui. En gros, je vais un peu jouer le rôle de modérateur entre guillemets là sur la discussion. Mais le message que je voulais transmettre, c'était déjà merci beaucoup pour votre soutien. On ne sait pas ce que ça va donner, mais ça fait un moment qu'on se dit qu'on aimerait bien partager et un peu motiver les gens, tout comme on nous a motivés
précédemment. Et là, en gros, on va vous décrire un peu quelques aspects qu'on souhaitait aborder. Et l'objectif, c'est vraiment que ce soit interactif. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et à réorienter la discussion si nécessaire. Donc, on pensait tout d'abord commencer avec une rapide présentation de nos parcours afin que vous puissiez un peu voir le point de départ et un peu le point d'arrivée. Ensuite, un retour d'expérience sur les écoles de commerce. Donc, c'est le thème qu'on a choisi. Parce qu'on reçoit souvent des demandes de retour d'expérience là-dessus. Ensuite, une discussion sur un peu la transition professionnelle et quelques conseils généraux. Donc, vous allez voir, on a eu un profil assez similaire là-dessus, mais je pense qu'on a malgré tout des expériences différentes et des opinions différentes là-dessus. Et enfin, on aura une partie un peu Q&A à la fin en fonction de la façon dont ça évolue. Mais l'objectif, c'est vraiment de rendre la discussion la plus interactive. Et du coup, n'hésitez pas à nous interrompre durant la discussion à travers vos commentaires. Donc, si ça vous va, on commence, les amis? Vas-y, hein, let's go. Allez, go. Du coup, la première question que j'avais pour vous, c'est quoi l'histoire de ta remontada? Et je sais pas, Mehdi, si tu veux débuter, et après, Nassim, tu peux enchaîner. Vas-y. Avec plaisir. Remontada, j'aime bien la question. Je sais pas qui l'a formulée, mais bien joué. C'est moi. Merci Nassim. Je ne sais pas si c'est une remontada parce que je pense qu'il y a des parcours qui sont vraiment, qui ont des embûches vraiment plus difficiles que les miennes. Mais si je parle de mon histoire rapidement, je pense que je peux dire que je viens d'une petite ville en Alsace. En soi, c'est déjà une remontada de réussir à sortir de là où je suis sorti. Je suis d'origine marocaine et algérienne. J'ai grandi avec 2 sœurs et beaucoup de cousins. J'ai fait une école de commerce, d'où ma présence ici ce soir. Et j'ai étudié en droit en France, en Allemagne, aux États-Unis. J'ai parcouru le monde pour le travail en tant que consultant et aujourd'hui, je suis entrepreneur. Ça pèse le j'ai parcouru le monde. Arrête. Il envoie une message. Pour ma réponse à un moment, j'ai réfléchissé, je la faisais devant mon miroir, je me suis dit, tu vois, T'es pas allé en Inde, t'as rien vu, mec. Il a envoyé. C'est à mon tour. Merci, Mehdi. Merci, Mehdi. Du coup, moi, j'ai grandi dans le 7-8 à base de cola et de football. Non, mais plus sérieusement, j'ai grandi. J'étais très mauvais élève au collège, ça passait. Et après, au lycée, j'étais vraiment moyen. Et du coup, j'ai vraiment commencé ma remontada à partir de ma 2e année à la fac. Donc, c'est jamais trop tard, même la 3e année. Enfin, ouais, vraiment la 2e année à la fac. Et après, j'ai fait fac parisienne, master à la Sorbonne, programme grande école à l'ESSEC, et surtout des stages où je suis allé à Dubaï, à Los Angeles et en Norvège, un peu pour me venger du passé. Mais c'était surtout ça. Et après, j'ai rejoint le cabinet de conseil, qui est l'endroit où on s'est… je vais pas spoiler. Mais c'est moi le modérateur. Mais voilà. Excellent. Merci beaucoup, Nassim. Et là, j'ai vu quelques messages. Quelle prépa vous avez faites? Justement, je pense que la beauté des parcours, c'est leur diversité. Donc là, en gros, vous avez Mehdi et moi-même, on a fait une prépa et Nassim qui va représenter un peu les admissions parallèles. Et je pense que chaque voie a ses points forts et ses points faibles et on pourrait revenir là-dessus. Donc peut-être juste pour enchaîner de mon côté, donc moi c'est Bilal Abdellaoui, donc français d'origine marocaine et plus précisément Oujda, donc dédicace à tous ceux d'Oujda dans les followers. Et en France, c'est une dédicace 95 et une petite ville qui s'appelle Beaumont-sur-Oise, BSO. J'ai vu Khalid notamment dans les followers, donc grosse dédicace à tous. Moi, c'était enfance surtout. Non, pareil, DBZ, ça m'a beaucoup marqué, notamment Budokai et Tekaishi sur PS2, pour ceux qui connaissent, c'était vraiment la vraie team, et Team Vegeta en particulier, c'était vraiment très, très solide. Après, moi, j'étais pas trop foot, et on m'a beaucoup charrié durant mon enfance, et j'ai pris ma revanche avec le badminton. Certains… Ça ne peut pas dire ça. Qui est fan de badminton? On longe le débat plus tard. Mais sinon, ouais, donc moi j'ai emprunté une prépa. J'ai intégré une petite prépa à Cergy, Kessler. Je vois qu'il y a quelques personnes, Bouchra et Yanis notamment, et Flore. Grosse dédicace, ça m'a beaucoup aidé. Et franchement, je recommande, très très bonne prépa. Et ensuite, donc j'ai intégré HEC. Après, pareil, conseiller en strat. Et maintenant, je suis start-upper dans l'univers des startups. On pourrait éventuellement en parler un peu plus tard. Et pour moi, la remontada,
Je pense, voilà, c'est un peu le parcours, mais elle est clairement pas finie. Et pour moi, ouais, c'est la liberté. Et je pense que Mehdi, on partage un peu cette passion-là en particulier. Et le bonheur. Donc voilà, c'est un combat continu. Donc voilà un peu sur nos différents parcours. Et peut-être pour enchaîner… ECS, Bilal. Comment? Juste, vous avez fait ECE tous les deux, c'est ça, hein? Non, ECE pour Bilal. ECS, ouais. Ouais, donc on a pas mal de diversité. Donc moi, j'ai fait voie ES au lycée. Je crois que ça a disparu maintenant. Ensuite, ECE et Mehdi ECS. Ouais. C'est ça, exactement. Et on va revenir sur cette partie-là un peu plus tard. Et peut-être juste le point commun là entre nos trois parcours. Donc la question suivante, c'était comment on s'était rencontrés. Et je voulais commencer avec une première anecdote. En gros, donc j'ai rencontré Nassim lors d'un événement organisé par McKinsey, qui m'était présenté le bureau de Casablanca. Donc c'était début 2017. Et en gros, l'événement était top. On a rencontré des consultants et je le vois au loin. Et en gros, j'ai vu une tête cramée. Entre guillemets, on s'est regardé. C'est gratuit, tranquille. Fais-toi plaisir. On s'est reconnus et à la fin, du coup, on a un peu discuté. Et voilà, j'ai appris qu'il était à l'essai, qu'il connaissait mon frère notamment. Et après, bah, on a décidé de se préparer aux études de cas. Donc il y a un truc marrant, c'est que pendant ce soir-là, il y avait un vrai dîner entrée plat dessert. Le monsieur n'est pas venu avant le dessert. C'est-à-dire que moi, je l'avais vu, j'avais bien reconnu, mais je voyais que le monsieur était trop concentré dans il était grave dans le. Pas dans le truc. Comme vous pouvez voilà. C'est suffisamment important. Vous pouvez constater, la grinta prend plusieurs formes. Il y a la grinta transfigurée et il y a la grinta. Tu te vends du passé, c'est normal. Donc voilà, ouais, comme on s'est rencontrés, après on a préparé les études de cas ensemble. Donc grosse dédicace et bon courage à tous ceux qui les préparent. C'est super important de bien s'entourer. Et après Mehdi, si tu veux enchaîner, ou Nassim sur votre rencontre à vous. Ouais, je vais enchaîner sur comment je t'ai rencontré toi, Bilal. Est-ce que tu me permets de dire aux gens que t'es mon petit un peu ou pas? Vas-y, ça te permet de briller sans que ça se passe en détriment. Vas-y, go. Bilal, c'est mon petit. Non, en fait, Bilal, c'est un phénomène pour moi. C'est un phénomène parce que c'est le genre de gars qui t'appelle alors qu'il ne te connaît pas, juste pour te poser des questions et pour se préparer au meilleur parcours. C'était juste avant qu'il arrive chez McKinsey. Et c'est une de mes bonnes potes, Mathilde, d'ailleurs, si tu nous regardes, on fait un petit coucou. Dédicace. Qui avait donné mon contact à Bilal. Il cherchait quelqu'un qui avait travaillé chez McKinsey suite à ses entretiens pour comprendre le job et l'environnement de travail, etc. Et moi, j'avais fait un stage quelques années avant. Et du coup, il m'a parlé, on s'est parlé. Et j'ai tout de suite senti que le mec, il avait une bonne énergie. Et si je peux vous donner un conseil, j'aime bien le taquiner, mais si je peux vous donner un conseil, et ça c'est vrai, c'est de vous entourer de gens qui ont une bonne énergie et de l'optimisme, parce que ça change la vie. Merci frérot, c'est grave réciproque, et Simer pour le… Une petite question de Rafika dans le groupe. Si quelqu'un peut lui rappeler en 30 secondes le concept sur… désolé pour… En 10 secondes, Rafika, c'est qu'on va faire une série d'interviews avec des gens qui ont tout cassé dans leur domaine. Et ils vont te donner des conseils pour que toi aussi, tu casses tout dans ton domaine. Je vois ECE, ECS, on l'a déjà traité. Hein. Ouais, ECS pour moi, ECE pour Bilal, AST pour Nassim. Ouais, top. On enchaîne ou et du coup, Mehdi et Nassim, c'était quoi le lien, vous? Chez Mac? Je sais pas, moi j'étais en train de travailler, il vient me voir, il me dit ouais, il voit ma tête, il me dit il y a un Urban. Je dis il m'a pas proposé badminton, moi. Tu dois être fort. Et puis sérieusement, ces deux gars-là, j'ai eu la chance de jouer avec eux sur un terrain de foot. Ils sont plutôt solides. Et moi à la base, je t'ai fait pas qui sont bons croisés. Moi à la base, c'est les croisés, c'est l'histoire de tout le monde. Tu vois. De formation du PSG, je joue avec Ben Arfa et après, vas-y. Hein. Ah, nice. Bon, bah, j'ai joué à United en fait. J'avais 7 ans, il m'avait appelé. C'est ça le problème. Ouais. On commence à parler foot, ça part très vite. Donc, promis, on fera un autre live orienté foot, si ça vous intéresse. Je voulais enchaîner sur la question suivante. Si vous pouvez un peu décrire votre parcours de façon un peu plus précise, quel lycée, quelle filière, c'était quoi vos points forts, vos points faibles, pour vraiment permettre à des gens de comprendre votre point de départ. Ouais. Okay. Commencez Nassim. Celui qui veut aller. Nassim, tu peux y aller. Vas-y, donc moi, au lycée, j'étais vraiment claqué au sol. Vraiment, genre, j'avais, je sais plus, mais mes moyennes étaient vraiment. En fait,
En seconde, ça allait. Après, première, terminale, je suis vraiment. J'étais en ES, option maths, ça allait quand même. Mais vraiment, mes notes, c'était pas top. Et du coup, j'ai eu mon bac avec genre vraiment. En fait, j'ai eu 371 sur 370. Et j'ai eu mon bac parce que j'avais pris une option théâtre au hasard parce qu'ils ont dit que ça donnait des points en plus. Et ensuite, j'ai compris qu'il fallait que je joue. J'ai dit, mais vous êtes. Moi, je pensais que j'allais faire un dossier de théâtre ou un truc. Non, il fallait que je joue. Du coup, j'ai pris un truc genre le monologue d'Harpagon, C'est quoi? Lava, le Ah, Schleur. stylé. J'ai joué le Schleur. Le Schleur. Ah, je l'ai très bien fait le Schleur. Je pense que j'ai fait le Schleur en Air Max. Ça veut dire que j'ai récupéré une veste. Tu n'avais pas besoin de faire semblant beaucoup, toi. Hein. Je t'ai vu au resto. Tu allais mettre Et du coup, j'ai eu 15, alors qu'il y avait des gens qui allaient tous les lundis soirs à l'option théâtre. Ils n'ont jamais réussi à avoir 15. Ils ont eu 12, alors qu'ils ont dépassé. Tu sais, ils ont mis plein d'heures dedans. Mais, euh, mais ouais, voilà. C'était limite. Et après, L1, j'étais à la fac. J'ai mis juste un choix dans admission post-bac, parce que pour moi, dès que tu finissais le lycée, ça allait forcément à l'université. Pour moi, je pensais qu'une prépa, c'était forcément physique. Pas mal. Et voilà, je fais ma L1, ma L2. Vu que je jouais bien au foot, parce que j'ai mis un terme à ma carrière pas très longtemps avant, je jouais avec l'équipe 1 de ma fac. Et je leur posais des questions sur l'après. Et les mecs, ils me décrivaient un truc pas très fun. Donc, c'était genre à base de ouais, il y a un mec, il a attendu 2 ans avant de trouver du taf. Il y a un autre mec, il a un taf, mais du coup, c'est un taf de bac plus 2 parce qu'il n'a pas trouvé de taf. Donc, en gros, j'ai compris que cette fac-là de banlieue, c'était un bourbier. Et du coup, j'ai commencé ma remontada. Donc, je me suis dit, ouais, il faut qu'au moins je fasse une bonne fac. Du coup, les bonnes facs, c'est les parisiennes et c'est en général. Et c'est la Sorbonne, Dauphine, Assas. Donc, je suis allé en L3 à Assas. Ensuite, Assas, c'est super pour le droit, mais pour l'éco, pas trop. Donc, je suis allé à la Sorbonne en éco. Et quand je suis arrivé à la Sorbonne en éco, je me suis dit, ouais, en gros, en France, on respecte surtout les grandes écoles. Et du coup, je suis allé, et pendant mon Master 1, j'ai préparé mon, merci Talim. Non, il y avait une il y a Guéraud, il a appelé chez moi. Euh, et, euh, et du coup, j'ai fait l'ESSEC, j'ai préparé l'ESSEC pendant mon Master 1 à la Sorbonne. Et il faut savoir que c'est à ce moment-là que j'ai fait mon premier stage. Donc, j'ai fait mon premier stage en L3 en private equity, grâce à. C'est une autre histoire. Et après, une fois que tu arrives à l'ESSEC, une fois que tu arrives en grande école, après, le monde, il est à toi. Je me demande quelle fac. Tu as donné les noms là, non? Je suis pas fou. Ouais, j'ai fait Versailles-Saint-Quentin, l'université de Versailles-Saint-Quentin en L1 et L2, université Panthéon-Assas en L3, université de la Sorbonne en M1, et ensuite les. Et vraiment, je suis parti de j'ai mon bac limite, je me retrouve en classe avec des mecs qui avaient mention très bien et qui étaient prêts à avoir mention très bien depuis que j'avais 7 ans. Commence pas à clasher les gens qui m'en sont très bien là. On sait que vous êtes les moins cool. Je régale. Excellent, Nassim. Non, franchement, juste petit commentaire là de mon côté. Non, je trouve que le parcours de Nassim est vraiment, vraiment top. Il prouve que voilà, tu peux accéder à l'excellence, entre guillemets, et on pourra en rediscuter des grandes écoles, même quand tu n'étais pas prédestiné. Et c'est jamais trop tard, en fait. Et du coup, la remise peut intervenir à n'importe quel moment. Et ça, c'est vraiment, vraiment top. Parce qu'en France, on a des parcours qui sont souvent linéaires. Je pense que c'est en train de changer et ça va dans le bon sens, mais je trouve que c'est très, très solide. Et l'important, c'est pas là où tu commences, c'est là où tu finis. Exactement, ouais. Excellent. Merci, Nassim. Mehdi, tu veux enchaîner? Ouais, avec plaisir. Moi, je vais commencer au collège. Au collège, j'ai commencé à Mulhouse, en Alsace. Je ne sais pas si c'est des Alsaciens, mais s'il vous plaît, envoyez-moi des cœurs parce que j'ai l'impression que qui ne viennent pas de Paris. Ça me fait un peu de la peine. Et ouais, donc j'ai commencé à Mulhouse. Ensuite, j'ai fini à Saint-Avold dans Lorraine, pour ceux qui connaissent également. J'étais dans un lycée de ZEP. Moi, j'étais hyper content en fait, de mes années collège-lycée en général. C'était vraiment le kiff pour moi. J'ai fait sport-études au collège. Lycée, j'ai vraiment kiffé. J'avais des super ambiances. Et du coup, ouais, après le lycée, j'ai enchaîné sur une classe prépa au lycée Kléber à Strasbourg. Et la vérité, la prépa, moi, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas jusqu'à la fin de la terminale limite. Un prof qui m'en avait parlé. Et ça s'était fait vraiment par hasard là, sur le bourbier qui est à admission post-bac.
Je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça aujourd'hui. Ouais. J'avais mis vraiment des choix à l'arrache. J'avais mis des filières n'importe quoi. J'avais mis. Tu choisis au Vraiment, titre. franchement, franchement, j'avais mis quoi? J'avais mis médecine, j'avais mis éco, j'avais mis des BTS, des trucs comme ça. J'ai mis tout et n'importe quoi. Et le premier qui était au-dessus, c'était la prépa à Kléber à Strasbourg. Et voilà. En termes de. Ouais, en classe, moi, j'avais assez de facilité, je dirais, qui me permettait toujours de taffer en toute dernière minute. Et ça voulait dire que j'avais des bonnes notes, mais que j'étais pas, tu vois, parmi les meilleurs. Tu vois, j'étais autour de 14, 15, comme ça. Et en terminale, c'est là que je me suis dit en fait qu'il fallait que je commence à taffer. Et je me suis mis un peu plus au sérieux. J'ai compris que ça m'avait beaucoup aidé sur ma prépa en fait. Parce qu'en prépa, je me suis pris une claque énorme. Et j'avais compris en fait d'avoir l'éthique de travail qui a mise en place depuis au moins 1 an, ça a aidé. Parce que c'était un peu chaud. C'était un peu chaud. C'est ouf. Ouais, je peux. Non. Ouais. Je comprends grave, Mehdi, ouais, sur la prépa, et ça, encore une fois, on pourra revenir s'il y a des questions là-dessus. Globalement, moi, j'ai vraiment adoré, mais ouais, c'est un autre monde. C'est un peu un bourbier. Et pourtant, c'est pas Sergi, donc la transition était plutôt smooth, mais ceux qui ont la chance ou la possibilité d'intégrer les Henri IV et compagnie, le gap est encore plus considérable. Juste parce qu'il y a quelques questions qui sont dans le chat. Donc, comment tu as fait pour choper du PE en L3? Non, juste toutes les questions un peu pro, on les garde plutôt pour la fin. Ça arrive après, je pense. Les questions un peu pro, on pourra en parler. Et Nathan, c'est bon, c'est quand tu veux. Génial, top. Peut-être du coup, juste de mon côté, donc pareil, je ne connaissais pas la prépa au départ ou le système des grandes écoles. J'étais vraiment lost. Donc, j'ai fait mon lycée, une petite ville, comme je vous ai dit, dans le 95, Beaumont-sur-Oise. Dédicace à tous ceux qui sont là. Et clairement, ce n'est pas des parcours qu'on nous présente. Après, j'ai eu la chance. Donc, moi, mon frère avait intégré une prépa. Il avait 2 ans de plus que moi. Dédicace à Yassos. Je le vois dans le live. Et du coup, il était en prépa à Sarcelles. Donc moi, j'ai pu voir un peu ça ressemblait à quoi la prépa. Ça avait l'air intéressant. J'aimais bien tout ce qui était un peu théorie. Du coup, j'étais déjà en ES à l'époque. Je kiffais vraiment l'économie. Mais maintenant, moi, ce qui m'avait vraiment attristé, c'était, je me souviens, la transition seconde générale, première. Seconde générale, c'était le feu. J'étais avec tous mes potes. Première, je suis allé en ES. Et du coup, beaucoup de mes potes et de mes gassures, je les ai perdus dans mes classes et j'étais l'un des rares rebeux et la plupart de mes potes d'enfance n'étaient pas forcément dans cette voie-là. Et je me souviens, j'étais grave deg. Mais globalement, voilà, j'avais pas mal de facilité. Après, j'étais pas forcément ultra sérieux. J'avais une bonne moyenne, mais dans un lycée, honnêtement, où le niveau était vraiment pas top. Donc ça, faut vraiment faire attention si vous êtes dans des lycées où le niveau est pas élevé. Faut vraiment essayer de se comparer aux meilleurs parce qu'à terme, vous serez mis face à eux. Et je pense que moi, personnellement, ça m'a beaucoup motivé là-dessus. Et après, voilà, mes points forts, c'est plutôt maths, éco. Point faible, français, philo, hashtag Pierre Bourdieu. Je me souviens, typiquement, j'ai eu 6 à l'écrit de français. Et ça m'a suivi. Franchement, typiquement, si vous avez du retard en français, c'est assez difficile à combler. Et j'ai eu 6 à l'oral d'HEC aussi. Donc, ça m'a vraiment suivi le français. Ah ouais, jusqu'au bout. Tu peux t'en sortir si tu as d'autres points forts. Donc, ça, c'est super important. Tu parles pas trop mal en français. Ouais. Tu l'as pas vu écrire. À l'oral, je suis plutôt éloquent. À l'oral, plutôt éloquent, mais à l'écrit, c'était catastrophique. Catastrophique. Et le déclic, je l'ai eu quand franchement, fin de terminale. Je me souviens, je me suis vraiment motivé. Je me suis dit que je voulais une bonne mention et je voulais aussi rendre les parents fiers à ce niveau-là. Et du coup, j'ai obtenu une mention très bien. Je me suis réveillé 1-2 mois avant. Tout au long de l'année, j'avais 12-13 de moyenne dans un lycée pas top. Et à la fin, j'ai eu ma mention très bien. Comme quoi, voilà, la mention, on peut l'avoir si on se réveille. Je me souviens que ça m'avait donné accès aux admissions en Sciences Po. Je savais pas encore une fois ce que c'était. J'ai fait mes recherches finalement. Je crois que j'ai raté la deadline ou un truc comme ça. Et j'avais eu la petite mention, la bourse. J'espère qu'elle est encore d'actualité puisque ça faisait plaisir. Donc voilà un peu en termes de parcours de mon côté. Top. J'enchaîne. Ouais. Question suivante, c'était comment tu as entendu parler de ces écoles et comment tu as intégré HEC, SEC, ESCP. Donc, je crois qu'on a déjà couvert quelques dimensions. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelques éléments, hein, les amis. Ah, moi, c'est très clair. Moi, c'est très, très clair. Tu veux y aller, Mehdi, ou pas? Vas-y. Puisque moi, moi, c'est tout con. En fait, j'étais en L1, L2 et j'ai tapé quel métier paye le plus sur Google.
Du coup, il m'a sorti le métier de trader. Ensuite, j'ai tapé comment devenir trader. Et ensuite, je me suis retrouvé dans des forums bizarres où tu avais des mecs qui expliquaient ouais, il y a des super techniques, il y a un magistère à Assas qui est génial pour devenir trader. Et, et je me suis retrouvé à tous les soirs à aller sur ce forum. En fait, à la base, je voulais devenir trader, mais ensuite, je me suis rendu compte de plein de choses sur ce forum. Et du coup, je me suis retrouvé à postuler. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans les facs à Assas. Et ensuite, à Assas, j'ai continué à regarder sur le forum. Il y avait d'autres trucs. Et voilà, mais à la base, je voulais de l'argent. Donc, en gros, Nassim, on va pas te mentir, tu connais. Hein. Donc, en gros, Grinta, on aurait pu le remplacer par Charo. Oseille. On aurait pu le Oseille. Non, mais c'est exactement la même chose. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent le site Onizep, là, c'était le site des métiers sur lequel on squattait en 4e terminale, 3e et même en terminale. Je ne connaissais pas. Ça, je filtrais que sur les thunes. Mais c'est pas, frère. Ça et 5 ans d'études, tout ça là pour galérer à la fin du mois comme ça, non, c'est impossible. C'était le premier critère. J'étais focus. Je tirais un penalty. Mais pour répondre à ta question, moi, HEC, je ne savais pas du tout ce que c'était en fait. La seule chose que je savais de HEC, c'était que Claire Chazal, elle avait fait l'école. Parce qu'en gros, ce qu'on faisait avec mes parents, c'est qu'on regardait toujours le 20h le soir là, sur TF1. Et à chaque fois qu'il la voyait, il me disait ah, elle a fait HEC. Moi, je ne comprenais pas que c'était HEC. Je me suis dit tu fais HEC, tu deviens journaliste. Donc, moi, je n'étais pas en mode je vais être journaliste. Je ne voyais pas aux 20h. Et en fait, c'est un prof de mon lycée qui m'avait parlé de la prépa au tout début de la terminale. Un prof de comme M. Crouvizier. Il y a des profs qui sont difficiles, mais je préfère. Ils ont toujours des blagues de ouf, les profs, qui nous ont inspirés. Ouais, franchement, merci. Et ils me recommandaient uniquement la prépa maths, mais je savais pas qu'il y avait d'autres prépas. Je voulais pas faire de prépa maths parce que je voulais pas faire ingénieur ou des trucs comme ça toute ma vie, que des maths, que de la physique. Ouais, mais respecte les ingénieurs, on va se faire. C'est faux en plus parce qu'en faisant de prépa maths, tu peux faire ingénieur et tu peux devenir trader, par exemple. Ouais, solide. C'est faux, mais moi, je voulais. En fait, ce qui m'a fait découvrir cette voie, c'est que je voulais vivre dans une grande ville. Et mes parents ne voulaient pas que j'aille à Paris, jeune. On va pas se mentir, Paris, ça inspire quand même en province. Mais je voulais pas. Enfin, mes parents ne voulaient pas que j'aille seul. Donc, je suis allé à Strasbourg et en me renseignant sur le lycée de Strasbourg, que j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs types de prépa et que j'ai fait la prépa éco. L'histoire, moi, l'éco, la philo, ça me parlait. Cool. Excellent. Bah, je crois que c'est à peu près pareil pour moi, donc je vais peut-être passer rapidement juste les. Donc ouais, moi voilà, j'en avais entendu parler quand mon frère a intégré la prépa à Sarcelles. Après, je connaissais pas du tout les écoles et je me souviens la petite anecdote, ses premières journées à Kessler. Je vais pas citer le nom, hein, mais il se reconnaîtra. Il y a un gars qui vient me voir, il me dit Bilal, alors tu cibles quelle école? Parce que t'as quand même on était à Cergy, mais il y a quand même une dimension concurrentielle. Il y a un peu de compétitivité, mais c'était très très sain à Cergy. Et j'étais là, dans ma tête, j'étais là, les meilleurs. Mais après, je me suis dit, ce serait bien de savoir c'est quoi les meilleurs. Le lendemain, le soir même, je check le classement, je vois HEC, mais je me dis c'est mort. Et au tout départ, je me souviens, je ciblais, je crois que c'était Grenoble. En plus, ils avaient un gros coef dédicace en maths, et c'était mon point fort. Je me suis dit, ok, ça peut être accessible, mais vraiment, c'était pas envisageable au départ. Mais la vraie question, c'est pourquoi tu te dis c'est mort? Non, mec, je revenais de trop loin, mec. Là, vraiment, je suis arrivé en prépa, j'avais 9 de moyenne. J'étais 20e dans une prépa qui n'est pas très très bien classée. Comment? T'as fini où? Ah, je sais. non, mais là, on pourra revenir. Mais au départ, franchement, c'était pour moi inaccessible. Je connaissais même pas et c'était mort. Mais l'avantage juste de la prépa, petit message, justement, j'en profite, Mehdi, et peut-être que tu seras probablement d'accord. La prépa, l'avantage, c'est que c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et tu as 2 ans pour rattraper et combler ton retard. Et du coup, moi, la beauté, c'est que j'ai commencé à 9, je crois que j'étais le 20e de ma prépa. Et à la fin d'année, je crois que je suis arrivé premier ou deuxième. Et donc, il y a un facteur chance, faut pas le sous-estimer. Mais globalement, si tu as travaillé pendant ces 2 années, tu es censé voir le fruit de ton travail. Et à la fin, voilà, j'ai été admissible et admis. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment cool. Mais après, voilà, c'était pas forcément évident. Et la petite anecdote qui m'avait beaucoup boosté, c'est qu'on m'avait dit que j'étais le premier admis à HEC depuis plus de 10 ans. À l'époque, je crois que ça a un peu changé depuis.
Travailler comme un cheval, ouais, Yanis qui me disait ça, il était dans ma classe pour info. Et du coup, voilà, c'était très très rare d'intégrer cette école-là, mais grosse dédicace à tous les profs, et j'ai des noms à citer après. Mais voilà, globalement, j'ai fait énormément de sacrifices. Je vais pas vous bullshiter. J'ai sacrifié ma vie perso et mes vacances. J'étais déter. Et franchement, avec du recul, je regrette pas. Et globalement, j'aimais bien la théorie, donc j'étais plutôt content. Et attendez le message. Ouais, le seul inconvénient, c'est que si vous intégrez une prépa, assurez-vous que les profs vous préparent aux écoles que vous ciblez. Nous, je sais que, par exemple, le top 3, c'était pas forcément le cœur de cible. On nous préparait plutôt à Écricom. Et il a fallu un peu se battre et demander aux profs de vraiment nous préparer là-dessus. C'est CIP, ça s'appelait, je crois, à l'époque. Donc voilà, faites vraiment en sorte de vous entourer des bonnes personnes et de demander aux profs de vous aider. La plupart sont vraiment géniaux en prépa et vont vous accompagner là-dessus. Et après, moi, la grosse frustration que je voulais partager avec vous, c'est que malheureusement, malgré les efforts, je pense que l'ESSEC et Sciences Po ont fait beaucoup de travail là-dessus. Il y a énormément de diversité. ESCP, HEC, j'ai pas trop l'impression. Et juste pour vous donner quelques chiffres là-dessus, à HEC, je me souviens que, en gros, il y a une prépa qui s'appelle Ginette. C'est la meilleure ou l'une des meilleures de France. Et je crois que 40% des étudiants de Polytechnique viennent de cette école-là. Et je crois qu'on était un ratio de 20% à HEC. Donc, il y a vraiment une concentration de quelques prépas qui représentent l'essentiel des étudiants. Et pour être honnête, en gros, la prépa, il faut y aller. Mais dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. Hein. Mais pour moi, la prépa, il faut y aller si tu as une grosse prépa. Mais tu ne vas pas dans une prépa. Si tu n'as pas une grosse prépa et que tu ne restes pas une grosse prépa, autant passer par l'admission sur titre, où là, la concurrence est différente et tu n'auras plus. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient super chauds au lycée, qui vont dans des prépas moyenne bien, pardon, j'ai fait une rechute. À la bienne. Moyenne bien. Et de l'autre côté, on était d'autres à passer par la fac. Et du coup, du coup, par la fac, la concurrence était était différente. C'était juste des profils différents qui recherchent. Et du coup, on est plusieurs à avoir chopé de très grandes écoles par la fac, alors que d'autres ont calé. Ouais, non, je pense que c'est un très bon point, Nassim. Non, globalement, je suis d'accord avec toi. Je pense que globalement, c'est plus simple en admission parallèle. C'est différent. C'est un profil différent. Ils veulent des gens avec plus d'expérience. Alors que toi, comme tu as dit, tu aimais bien la théorie. Voilà. En tout cas, sur la partie théorique, je connais beaucoup de gens, on connaît beaucoup de personnes qui, avec la voie prépa, ils n'avaient pas forcément des très bonnes écoles. Et en admission parallèle, ils sont parvenus à obtenir des meilleures écoles. Donc, je pense que si… Mais ouais. Moi, mon argument, c'est si tu n'es pas prêt à fournir l'effort, les efforts… Non, sans rabaisser, Nassim, c'est pas du tout… parce que dans le temps, tu fais des efforts aussi. Hein. À la fac, tu fais des gros efforts aussi. Non, bien sûr. Non, Nassim, c'est un bon point. Tu as des voies qui sont très claires et tu vois, il y a même des personnes qui disent que tu as plus de chances de passer en passant par AST. Moi, j'invite à réfléchir aussi à ce que tu vas tirer de la prépa derrière. Ouais, voilà. C'est une éthique de travail exceptionnelle. Ouais. Tu arrives en prépa, ça n'a pas de t'es pas le même. Elle peut venir que de ta prépa. Si tu n'as pas eu de difficulté quand tu étais petit, la prépa, elle te change en fait. Elle te change complètement. D'accord. Tu sais travailler, tu sais parler, tu sais réfléchir et tu arrives en école. Pour moi, ça déroule. Tout le reste de ta vie, il déroule en fait. Exactement. Juste pour renforcer ce point-là, et je suis grave d'accord avec toi, Mehdi, pour moi, les années les plus formatrices en termes d'intelligence et de structuration, c'est vraiment la prépa de très très loin. Et après, on a une section sur les écoles de commerce. Mais ce qui m'a le plus formé, c'est la prépa parce que tu te dépasses constamment, surtout si tu prends les choses au sérieux. Et du coup, voilà, moi, si c'était à refaire, je referais une prépa parce que ça m'a beaucoup apporté. Après, voilà, prenez également en compte les admissions parallèles. Et la prépa n'est pas forcément fait pour tout le monde. Donc, réfléchissez, les deux voies ont leur mérite pour moi. Exactement, je suis 100% d'accord avec ça. Ouais, moi, je pense aussi, il y a un côté un peu plus entrepreneur aussi quand tu passes par la fac, parce que tu es tout seul, tu es livré un peu à toi-même. Et voilà, tu es obligé de faire un peu ton propre parcours, de récupérer l'information. Tu prends un peu aussi des risques, parce que si tu vas à l'école, tu te retrouves… Tu peux ne pas avoir d'école de commerce. Mais voilà. Peut-être un bon deal, c'est pour ceux qui sont en prépa.
continuez, mais si vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, c'est-à-dire intégrer une école en phase avec votre ambition, et c'est subjectif, à vous de définir ce qu'est votre ambition, là, limite, j'ai envie de dire, au lieu d'intégrer l'école et de payer des frais de scolarité ultra élevés, on pourra en rediscuter encore une fois, peut-être quitter la prépa et tenter une admission parallèle. Parce qu'intégrer une école qui n'est pas assez cotée et avec un réseau pas assez développé, je ne pense pas que ce soit très, très intelligent. On pourra en revenir là-dessus, revenir sur ce point. De ouf. Ouais, je suis... Mais après, quand on dit fac, on parle de fac, de bonne fac quand même. Parce que, par exemple, si tu es enfin, moi, les écoles de commerce, j'ai vraiment entendu parler de ça, surtout quand je suis arrivé à Assas, tu vois. Enfin, deuxième semestre, je vois les gens, ils révisaient pas les partiels, ils révisaient les concours. Je dis, mais les gars, vous jouez à quoi? Je dis, mais ça sert à quoi de valider avec 14 si tu finis en master, dans un master à la fac, tu vois? Ouais, grave. Donc voilà, ouais, je vois une bonne fac. Ça veut dire si tu fais du droit, tu vas à Assas. Si tu fais de l'éco ou de la finance, tu vas à Dauphine et à Sorbonne. Ouais. Tu essaies de choper une bonne fac et c'est un super tremplin ensuite pour la suite. Surtout qu'il y a des programmes d'égalité des chances à l'ESSEC ouais. qui te préparent pendant ton année de master à la fac. Donc il y a un truc qui s'appelle CAPESSEC, par exemple, qui est une prépa d'égalité des chances et qui te fait en même temps que ton master 1. Donc je sais qu'à l'ESTP, il y a des prépas aussi, il y a une prépa qui existe, qui se fait en même temps que. Donc il y a plein de dispositifs, il y a plein de programmes. Si vous êtes éligible, n'hésitez pas à aller voir. Ouais. Ça peut vraiment être life changing. Grave. Et juste là-dessus, donc en France, il y a pas mal de dispositifs d'égalité des chances. Comme on vous l'a dit, la situation est loin d'être parfaite, mais il y a quand même beaucoup de soutien. Donc la Grinta, c'est aussi capacité à saisir ces opportunités qui vont vous permettre de rattraper une partie de votre retard. Et le deuxième point, juste remarque, je vois que Hanan nous demande, je suis dans une prépa qui a un taux d'intégration à 0% pour HEC, est-ce que c'est faisable quand même? J'ai envie de dire oui, tout est faisable dans l'absolu. Il faut juste que tu t'assures que tes profs sont disposés à te préparer à HEC ou à l'école que tu vises. Si c'est le cas, tout est possible et typiquement, voilà, mon exemple le prouve et je demandais vraiment aux profs de me donner limite des concours. On était 2-3 à vouloir préparer le top 3 et on avait un peu des concours, des épreuves un peu séparées. Donc c'est possible. Il faut juste que les profs vous tirent vers le haut. Elle avait une autre question aussi sur est-ce qu'il faut QB ou est-ce qu'il vaut mieux tenter AST. Moi, j'ai une opinion, c'est qu'il vaut mieux essayer de QB. J'ai plein d'amis qui ont QB, qui ont fini HEC, ESSEC, ESCP, etc. Mais en effet, tu vois, tu as plusieurs options possibles. Donc, en fait, c'est l'école que tu vas faire en France, les gens sont dans l'école. C'est-à-dire que l'école, ça va être ton tampon. C'est comme ça. Malheureusement. Même si tu as été remplaçant à Manchester United et de l'autre côté, tu as fait toute ta carrière à Dijon, le gars, il dit non, mais c'est un ancien Manchester quand même. Et il coupait les oranges là-bas. Mais c'était un ancien Manchester. Et ton école, c'est pareil. Si tu as fait HEC, c'est toute ta vie que tu vas faire saigner les gens d'une. Et juste avec le cabinet de conseil. Exactement. Juste, il y a un message intéressant là, Tiffany. Big up, Tiffany. Elle dit en gros, très difficile d'intégrer une école en AST si tu as fait une prépa avant. Je ne savais pas forcément. Ça dépend de l'histoire que tu leur vends. Ouais, je pense. Parce que après, c'est une question de. Voilà, j'étais en prépa, c'était un contexte difficile. À ce moment-là, j'ai découvert ça et ça. Et du coup, j'ai voulu faire, je sais pas moi, de l'économie parce que je voulais faire un PhD en économie. Et tout d'un coup, pendant mes études en économie, je me suis dit, en fait, dans l'économie, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la partie consulting. Et du coup, une école de commerce, c'est plus compliqué. Donc, c'est une question de storytelling et c'est une question d'histoire que tu racontes. Mais ouais, peut-être un point à creuser pour ceux qui se posent la question. Moi, je connais des gens qui ont fait prépa et ensuite admission parallèle et ils ont eu de très bonnes écoles, mais peut-être qu'il y a effectivement, faut faire du bon storytelling là-dessus. Je maîtrise pas assez le sujet de mon côté, mais un point à creuser. Merci, Tiffany. Oui, il y a une métaphore filée liée au foot. Donc moi, je vais essayer de rééquilibrer les choses pour ceux qui n'aiment pas le foot, mais. Donne des exemples de badminton, s'il te plaît. Je sais pas si ça va parler à beaucoup de monde, mais on peut essayer. Mon sport, elle n'est pas validée par la street, hein, badminton. C'est ça le problème. C'est ça. Franchement, c'est un sport de ouf. Petit aparté, sport stylé de ouf. Ouais, mais voilà pour le top 3, ça. Attendez, je regarde juste parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup de commentaires. Passion avait préféré les poursuites dans ton temps libre plutôt que. Il y avait une question sur Paris-Saclay. Est-ce que c'est une bonne université? La vérité, moi, je ne connais pas assez. Ce que je vois, c'est qu'à l'international, c'est de plus en plus respecté comme université.
Et juste peut-être pour rappeler ce que c'est, Paris-Saclay, c'est un regroupement de plusieurs écoles, universités, dont Polytechnique, dont HEC. Je crois que le SCP est dedans. Paris 11, le SCP n'est pas dedans, je crois. Ah, mais il y a Paris 11 dedans. Il y a Paris 11, il y a pas mal d'écoles. Et moi, perso, sur mon CV, j'ai mis Paris-Saclay parce que je postule à l'international et les gens connaissent Saclay et ne connaissent pas Paris 11. Donc, ouais, en tout cas, ouais, sur les classements, en gros, le classement de référence à l'international, c'est le classement de Shanghai. Et je crois que Paris-Saclay est 15e. Après, je pense qu'en France, regarde ce classement. On va te dire, ouais, mais qu'est-ce que tu as fait derrière? Parce que toutes les écoles ne se valent pas. Donc ce qui importe vraiment, c'est plutôt l'école rattachée à Paris-Saclay que tu intègres. Arrêtez de clasher Bilal SVP, j'ai eu 10 en sport, c'est grâce au badminton. Si, Levana, je te connais pas, mais j'apprécie ton soutien. Merci. Tu parlais de... Ouais, peut-être qu'on doit avancer là, parce qu'on passe beaucoup de temps sur Non, après, c'est le thème du truc. Mais alors, attends. Donc, voyons s'il y a d'autres questions. Mais sinon, la question suivante, c'était... Excusez-moi, j'ai perdu mon fil. Ouais, d'où provient ta grinta? On en a un peu parlé. Ouais. Moi, s'il y a eu un déclic, une personne inspirante. Ouais, pour moi, la vérité, ça vient de mes parents. Ça vient de mes parents parce qu'ils ont galéré toute leur vie pour se faire respecter. Et ils ont vraiment tout fait pour que mes frères et sœurs et moi, on vive pas la même chose. Et c'est vraiment, tu vois, à chaque étape de leur vie, ils ont galéré, on leur a mis des bâtons dans les roues. Moi, je me rappelle de ma mère depuis que je suis tout petit. Elle me disait, t'as pas le choix d'être le premier, en fait. Partout où tu vas, parce que t'as pas les mêmes chances que les autres. Donc, il faut que tu sois le premier. Et pour moi, ça a déclenché quelque chose. Et juste Mehdi, par rapport à nous, le fait d'être troisième, ça passe? Je rigole. Le fait d'être troisième, c'est-à-dire? Ça passe? Elle a accepté? Je rigole. On a dit au tout départ que le SCP, c'était la première école. Donc, je sais pas de quoi tu parles. J'avoue. Mais ouais, du coup, elle m'a dit vraiment, t'as pas le choix d'être le premier, en fait, parce que t'as pas les mêmes chances que les autres. Et ça, en fait, ça a déclenché quelque chose en moi très, très tôt psychologiquement. Et ça m'a lancé, en fait, à l'école, au sport, un peu partout. Et ça me rappelle un peu le côté, l'histoire de Thierry Henry sur son père, où il te dit, moi, si je marquais 3 buts, mon père il me demandait pourquoi pas 4, pourquoi pas 5. Bah, avec moi, c'était pareil, en fait. Chez moi, c'était, si je ramenais un 15 ou un 16, c'était, pourquoi pas 16, 17. Il a eu combien le premier, tu vois? Si j'avais 10, 11 et que j'étais premier, ça allait. Mais si j'avais, tu vois, 10 ou 11 et que j'étais 3e, 4e, ça passait pas. Ça passait pas. Et c'était pareil au sport. Si j'avais un match, il fallait que je marque un but. Donc, je pense que ça vient un peu de là. Et ça m'a suivi un peu toute ma vie. En fait, il n'y a aucun endroit dans le monde, moi, où j'arrive et je vois un mec et je me dis, lui, il est trop fort. Il est inatteignable. C'est pas vrai, ça. Jamais je me dis, tu vois, je peux pas le battre. Et je vais toujours me battre pour être, tu vois, pour être au top. Et du coup, non, on va pas se mentir. Excellent. Et c'est pour ça qu'on est fiers de t'avoir parmi nos gars sur Mehdi. Arrête, je vais rougir. Excellent, top. Nassim, tu veux compléter? Ouais, non, enfin, j'y reviendrai plus tard. Mais juste le truc de, il y a personne qui est fort. Enfin, vraiment, pour moi, c'est le vrai truc que j'ai appris en arrivant en école de commerce. Et que même si, enfin, je sais pas si on peut passer sur l'après une fois que tu as intégré, mais juste peut-être. Il y a quand même pas mal de questions. Ouais, il y a pas mal de questions. Déjà, je ne sais pas si quelqu'un... Il y a une question sur Dauphine que je voulais couvrir rapidement. Moi, honnêtement, j'ai une très bonne image de Dauphine. Dans ma tête et dans les domaines que j'ai pu connaître. Cette question, ouais. J'ai affiché la question, je crois. Comment? J'ai affiché la question. Ouais. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est considéré vraiment comme l'équivalent du top 5. Et que vous avez globalement accès à toutes les opportunités. Donc moi, j'ai une très très bonne image. Après, on a dans nos amis pas mal de doubles diplômes. On pourra éventuellement redemander. Mais je ne sais pas si quelqu'un a une réponse plus précise. Dauphine, en finance, c'est lourd. En finance, tu prends les 204, 223. Enfin, les gros masters de finance à Dauphine, c'est tout aussi bien qu'un top, qu'un top 3. Parce que ça va te permettre d'aller en M&A. Maintenant, c'est pour la finance, c'est très spécifique à la finance. Tu vois. Maintenant, quand tu vas sortir de la finance et que tu as fait Dauphine, ça va être plus compliqué de sortir de la finance que si tu avais fait ESSEC ou HEC. Parce que quand tu as la grosse école, c'est plus facile de sortir. Mais si tu es vraiment focus et que tu dis je veux faire de la finance, marché ou corpo. Et après, il y a le magistère de Dauphine, juste pour finir, le magistère de Dauphine qui est vraiment excellent. Top.
Donc, ouais, à creuser, mais globalement, je pense que c'est une très très bonne école comparable au top 5. Et en plus, je crois que ça coûte beaucoup moins cher. Donc, franchement, je pense que c'est une option super intéressante. Est-ce qu'on peut juste crever l'abcès sur la question de l'argent et des écoles de commerce? Parce que moi, il y a beaucoup, franchement, il y a beaucoup de gens, quand on leur parle, enfin, quand les jeunes, quand ils parlent, la première question, c'est est-ce que tu as payé, combien ça coûte? Quand tu es dans une grosse école de commerce, que tu es boursier, et que tu es un peu vif d'esprit, normalement, tu ne payes pas. Parce que si tu es à HEC, je crois que tu es boursier, c'est gratuit. C'était le cas avant. Et si tu es à l'ESCP, je crois que c'est moins cher, mais ça, il faudra confirmer. Et si tu es à l'ESSEC, tu peux faire un apprentissage. Et limite, genre, à l'ESSEC, tu fais un apprentissage, c'est un apprentissage incroyable parce que c'est 6 mois, 6 mois. Donc, tu fais 6 mois dans un truc et 6 mois dans un autre. Donc, moi, j'ai fait mon apprentissage chez Deloitte. Il y avait Pauline avec moi, donc big up à Pauline, je crois que j'ai vu passer un de ses messages. Mais en gros, j'ai fait 6 mois d'audit, 6 mois de fusion-acquisition. En fait, c'est typiquement les 2 stages dont tu as besoin dès que tu veux commencer une carrière. Attends, t'as fait en alternance? Et ça, j'ai pu le faire avec l'alternance. Ah, tu peux changer? Ouais, j'ai commencé à audit. Bon, après, il fallait repasser les entretiens, mais j'ai pu changer. Et du coup, moi, je suis sorti de l'école de commerce plus riche que quand j'y suis rentré. donc, les gens qui me disent, ouais, il faut de l'argent, pas forcément. Si tu es un peu vif d'esprit, tu peux t'en sortir. Ouais, et je pense que c'est juste un gros message. Moi, vraiment, ma conviction profonde, c'est école de commerce, c'est intéressant si vous avez les meilleurs. Pour moi, c'est top 6, top 5 et top 3 si possible. Et une fois que vous êtes à l'intérieur, je crois que top 10. Moi, je recommande. Top 8, il y a vraiment un écart top 5, top 6 et le reste, et je le vois parmi les employeurs. Parcours en sortant de top 10, tu vois, 7, 8. Ouais, bien sûr. Mais après, bien sûr, tu peux toujours. Et juste le deuxième point, pour moi, c'est voilà, les frais de scolarité, je crois, ils ont encore plus augmenté. On m'a dit maintenant, c'est plus de 40 000 euros. Ah, faut être boursier, mon pote. Sinon, là, le point de Nassim est encore plus important. L'alternance, ça a l'air vraiment, vraiment top. Sinon, il y a plein d'autres bourses. Donc, ou sinon, il y a même des taux, des moyens de financer plus faibles, etc. Donc, je pense la question financière est globalement couverte et il y a des solutions. Ok, et juste pour compléter, Pauline me dit on peut même changer 2 fois d'apprentissage en 2 ans à l'ESSEC. Donc vraiment, genre c'est le perfect, c'est le meilleur deal que tu peux avoir. Moi, j'ai vu des gens faire des apprentissages en M&A, en stratégie, donc vraiment tout est ouvert. Quoi. Et tu taf en fait à la sortie d'école en fait. Tu as déjà ton contrat. Ah, mais pas besoin de galérer. Ouais, non, tu es en CDI avant la fin de l'école. Ouais. Alors que rappelez-vous, quand j'étais en L1 et que je jouais avec mon équipe de football dans ma fac, et que le mec il me disait ouais, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 6 mois j'aurai du taf, et que ce taf-là il serait payé entre 1000 et 1008, tu te dis ah ouais, c'est 2 mondes. J'ai bien fait de. Après même sans alternance, tu peux même sans être apprenti ou quoi, tu peux te démerder pour tu vois, contribuer au paiement de tes frais, soit avec des prêts à taux zéro qui sont accordés hyper facilement aux grandes écoles, soit même quand tu fais ton année de césure, en fait. Tu as tes stages. Ouais, ça c'est top. Ouais. Moi j'ai coupé en 2 en fait ma facture sans faire d'alternance, juste parce que j'avais mes stages qui ont permis de contribuer. Tu vois. Grave. Non, il y a des solutions là-dessus. Juste, il y a une question encore sur le classement. L'écart top 3 et top 5 est grand au niveau des employeurs. Je vais donner ma réponse et vous pouvez compléter. Je pense qu'historiquement, il était très, très important, l'écart. Il l'est de moins en moins, ou du moins, on donne de plus en plus de possibilités aux étudiants, par exemple, de l'EDEC, EM, d'intégrer, par exemple, les cabinets de conseil qui, historiquement, ne recrutaient qu'au sein des écoles cibles, qui étaient ESCP, ESSEC et HEC sur la partie école de commerce. Maintenant, ça s'est vraiment ouvert et démocratisé. Et donc, mais il reste malgré tout un petit écart. Moi, je le vois dans le monde professionnel. Quand tu dis que tu as fait ESCP, ESSEC, HEC, et peut-être moi aussi, je suis biaisé, mais il y a un écart dans ma tête entre top 3 et top 5. J'ai l'impression aussi, après, chaque école a ses spécificités, tu vois. Genre, si tu fais l'EDEC et tu veux bosser en finance, limite, pour moi, c'est mieux que si tu es, je sais pas, dans une tu vois, ESCP, HEC, ESSEC, tu vois. Ça dépend quel programme tu as fait et quel type de partenaire, tu vois, l'école a en termes d'entreprise. Donc, pour moi, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir. Et je pense que cette question-là, elle se pose surtout pour le premier job. Après, pour le deuxième job,
tu regardes plus trop. Tu regardes vraiment le. Et après, faut être honnête avec soi-même, faut être honnête avec la situation actuelle. Pour certains, si t'as pas fait une grosse école et que t'as pas le réseau, encore une fois, c'est vraiment compliqué, tu vois. Genre, moi, ma vie a changé entre avant et après l'ESSEC. Tu vois, avant l'ESSEC, j'envoyais je me rappelle à Assas, même si c'était Assas, j'envoyais genre 1000 mails pour un stage à un moment jusqu'à j'imprimais mon CV, ma lettre de motivation, je l'imprimais, j'allais au bureau de là où il y avait eu l'offre qui avait été publiée et je posais ma lettre sous la porte. Hashtag forcing. Les mecs, ils devaient se dire, mais il est fou celui-là. Mais au final, quand je suis arrivé à l'ESSEC, moi, je t'envoie mon CV et genre, je mets même pas toutes mes expériences. Et les gens me rappellent. Lettre de motivation, depuis que je suis à l'ESSEC, j'ai jamais fait de lettre de motivation. Toi, tu dois être motivé parce que, en fait, la force de l'image et du branding de l'école en France est tellement forte. On respecte tellement les écoles que voilà, ça peut. Et juste là-dessus. Après, moi, je vais nuancer parce que moi, après, même à l'ESCP, quand je cherchais mon premier stage, j'ai un peu galéré aussi. Donc, j'ai envoyé quand même pas mal de CV pour trouver un stage à la fin de ma première année, notamment. Et c'était pas facile. Donc, juste, même en rentrant dans ces grandes écoles, tu vas continuer à travailler, à faire le travail, l'aide de motivation, CV carré et tout pour y arriver, quoi. Grave. Et après, moi, j'ai pas trop eu de galère non plus. Mais je sais que si j'avais pas fait HEC, ça aurait été beaucoup plus galère. Et juste là-dessus, sur le classement, et Nassim, je pense que c'est important. Tu as dit surtout en France. Et je pense qu'effectivement, là, nos réponses, elles sont biaisées, ou liées à un contexte franco-français. Et vraiment, le point, c'est je connais des gens qui ont plus de 20 ans, 30 ans de carrière, et en France, on leur demande encore tes diplômes de quelle école. Donc, ça vous suit vraiment tout au long de votre vie en France. À l'étranger, c'est beaucoup moins le cas. Et limite, donc, je suis allé aux États-Unis, ils connaissent pas forcément HEC, en dehors de quelques milieux d'initiés. Et du coup, pour eux, à l'étranger, je pense, tant que tu es dans le top 10, top 6, et c'est surtout tes expériences, en fait, qui vont te permettre de te démarquer. Et comme disait Mehdi, c'est la première expérience qui est déterminante. Et une fois que tu as une très, très bonne première expérience, bah en fait, après, on oubliera l'école. Donc voilà, ça dépend aussi de où est-ce que vous souhaitez habiter par la suite. Ouais, exactement. Il y a une question intéressante là de Le Petit Chef qui nous dit qu'on fait un peu rêver avec nos parcours, qu'on parle peu de nos regrets, des choses un peu moins simples à vivre en école de commerce, que ces écoles sont un peu comme des machines qui préparent des profils similaires. Est-ce que vous partagez cette vision-là ou est-ce que vous avez une vision un peu différente, vous les gars? Je pense que c'est peut-être plus pertinent pour vous, parce que moi, quand je suis arrivé en école de commerce, j'avais déjà 22 ans. J'avais eu un peu ma vie avant. Donc, en gros, j'avais déjà vu d'autres choses. Donc, sur la façon de penser et tout, c'était plus ou moins clair. Et je savais que c'était pas l'essai qui allait changer fondamentalement, mais que c'était plus processus de validation. Mais c'est vrai qu'en termes de regrets, avec le recul, des fois, tu te dis, bah, si j'avais pas fait l'apprentissage, j'aurais peut-être pu faire un stage dans un fonds d'investissement, tu vois. Vu que j'avais déjà fait un stage chez Deloitte, j'ai fait audit et M&A, mais du coup, j'ai pas pu faire du PE. Si j'avais pas fait ou si par exemple j'avais pris le temps pour pendant l'ESSEC, bah, j'aurais peut-être pu extendre un peu plus ma période à l'ESSEC et j'aurais pu faire un échange aux États-Unis plutôt que d'y faire un stage. Donc je pense qu'on peut pas tout optimiser. La vraie question, c'est de faire le maximum avec ce qu'on a. Mais il y a des moments où tu dois faire des choix. Et ton passé, il te rattrape parfois. Par exemple, sur la question de l'apprentissage, j'avais pas trop le choix. Ouais. Moi, ma réaction là-dessus, c'est déjà, je pense que ça varie énormément d'une école à l'autre. Typiquement, HEC, comme je vous disais, il y avait un peu moins de diversité de parcours. Donc, peut-être que l'aspect uniformisation était un peu plus présent. Big up, Nabil. Ouais. Aussi, c'est un killer, on voudra l'inviter bientôt. Là. Ah oui, c'est le meilleur de notre génération. Hein. Profil ingénieur, très très solide. Être classé. Donc non, je disais, voilà, ça dépend vraiment des écoles. Ensuite, pour moi, l'école, c'est vraiment un moyen. Et j'ai vu, en fait, tu as vraiment une relativement récente où les voies royales qui étaient le conseil en strat et les banques d'investissement ou la finance plus généralement font de moins en moins rêver.
Et en fait, maintenant, il y a beaucoup plus d'entrepreneuriat, entrepreneuriat social ou d'autres types de structures. C'est de plus en plus valorisé. Et quand on se présente maintenant, à l'époque, quand tu disais que tu étais consultant ou banquier d'affaires, il y avait des étincelles sur les yeux, c'est beaucoup moins aujourd'hui. Donc je pense que des saignements de nez. Ouais, ça peut aller jusque-là. Ouais. Donc non, je pense que ça a pas mal changé. Après, vraiment, il y a de tout et je pense que ça dépend vraiment de ton état d'esprit quand tu intègres l'école. C'est un moyen, tu auras plein d'opportunités, mais si tu ne veux pas suivre ces chemins tracés, tu as la possibilité de le faire. C'est ce qui, je pense, est l'essentiel. Merci, Raphaël. Et en vrai, c'est vrai que c'est un peu moins le cas. Mais maintenant, tu sais, tu as Google, Amazon, Facebook, Apple qui sont arrivés et qui maintenant, c'est limite mieux que de faire McKinsey, BCG, Bain ou Goldman Sachs. Mais même au-delà de ça, en fait, j'ai l'impression que tu n'as pas qu'une voie en fait, de sortie. Tu vois, à notre époque, c'était vraiment que la finance et le conseil. Et là, tu vois, comme il dit Bilal, je vois des gens qui font de l'artisanat, des gens qui font de l'entrepreneuriat. Tu vois, c'est hyper diversifié. Donc ouais, moi je pense qu'il y a ce côté un peu formateur où on t'encourage à, tu vois, à penser de la même manière que les autres, surtout je pense les premières années, mais très très vite en fait tu te rends compte que l'école elle t'offre tellement d'opportunités de voyager, de faire des échanges, de rencontrer du monde, de travailler avec des boîtes différentes, que tu te fais finalement ta propre opinion et tu arrives à devenir toi-même, quoi. Grave d'accord, ouais. Grave d'accord. Du coup, peut-être qu'on peut enchaîner. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions que j'ai ratées et qui étaient intéressantes. Ouais, je vois que donc mon frère il dresse le parallèle avec les États-Unis. Je pense que ça c'est une discussion plus large qu'on pourrait avoir une prochaine fois. Mais effectivement, les diplômes restent importants partout, mais je pense que c'est un peu plus le cas en France. Dans ce genre de parcours, c'est que la plupart des personnes qui entrent dans ces écoles entreprennent ces études pour l'argent, devenir riche. Quel est le sens que vous donnez à votre travail aujourd'hui? L'argent est-il votre seule et unique source de motivation? Qui veut y aller en premier? J'aime bien les questions clash. Je pense très clairement non. Très clairement non. Tu commences comme ça parce que tu te dis ok, je vais faire le parcours qui va me permettre de pas être dans la merde. Mais non, genre pour moi c'est pas l'argent en fait. Pour moi c'est tu peux pas vivre en fait en suivant l'argent, je pense. Il t'en faut pour vivre, on va pas se mentir, et ça aide ça aide très largement à conduire ta vie, à mener tes projets. Mais non, tu peux pas, sinon tu déprimes, tu burn out, etc. Il faut que tu sois drivé ou que tu aies cette source de motivation là qui soit autre que l'argent. Donc l'impact que tu vas avoir sur une société. Quand tu te réveilles le matin, en fait, tu te dises, moi je sers à quelque chose qui est en accord, tu vois, en accord avec mes valeurs. Sinon tu vas te tirer une balle en fait. Donc je pense que c'est important. C'est Sun Tzu dans l'art de la guerre qui dit si tu veux le meilleur d'un homme, il faut qu'il se batte pour une cause qui le dépasse. Et je pense que l'argent, il va te tenir pendant 1 ou 2 ans ou 3 ans et ensuite tu vas burner. Et je pense que, tu vois, moi je suis rentré, à la base, je me suis retrouvé à l'ESSEC parce que j'ai tapé comment devenir riche, métier pour devenir riche. Aujourd'hui, ça c'est ce qui m'a permis d'avoir l'information et d'arriver à l'ESSEC. Et quand je suis sorti de l'ESSEC, c'est le métier, je me suis dit, mais quel est le métier qui va me permettre d'avoir le plus d'impact et le métier de consultant en stratégie et travailler avec des gouvernements comme je l'ai fait ensuite et où j'ai vraiment eu de l'impact parce que j'étais au plus proche des décideurs tout en haut de l'administration et politique. Bah, tu vois, le mouvement de départ, c'est l'argent, mais à l'arrivée, ce qui nous drive aujourd'hui, c'est autre chose, c'est de se dépasser, c'est de quitter un monde meilleur que quand on est arrivé. Et juste, big up aussi à Pauline qui est là et qui est aux Nations Unies et avec qui on était ensemble à Deloitte et à l'ESSEC. Ouais, très bien. Bah ouais, vous pouvez voir. Il y a vraiment, après, il y a plein de parcours possibles après. Ouais, ça, je pense, c'est vraiment la force des écoles de commerce. Juste pour l'argent, moi, ma perception, c'est que pour moi, l'argent, c'est important. C'est un moyen de libération. Non, mais je te dis clairement, c'est un moyen de libération. Je ne sais pas si vous avez en tête la pyramide de Maslow. Il y a des besoins basiques qu'il faut couvrir. Une fois que tu couvres ces besoins-là, en fait, une fois que tu as l'argent, bah, tu es libre et tu es dépendant de personne et tu peux faire ce que tu veux dans la vie. Et moi, c'est ma conception. Donc oui, c'est un objectif au départ. Tu peux, grâce à ces écoles, l'atteindre relativement rapidement. Et après, tu peux te focaliser sur autre chose. Donc, je vois pas forcément Je sais qu'il y a parfois des critiques à adresser aux écoles. Je pense encore une fois, c'est un moyen et ça dépend de ce qu'on en fait.
Alors, je ne sais pas si on enchaîne ou il y a une question qui vous interpelle. Je sais pas, moi, il y a une question sur les écoles américaines. Okay. Et où là, moi, j'étais pas trop au courant, mais il y en a il y a des personnes qui réussissent à aller aux États-Unis juste après le bac. Et ça, il faut un peu se renseigner, il faut passer le SAT. Mais en gros, si tu réussis à prouver à l'université américaine que tu es boursier en France et que, en gros, tu as un peu la hesse en France et du coup, que tu viens un peu d'un milieu défavorisé en France, si tu réussis tes résultats, tu as des bons résultats au SAT et tes concours, tu peux directement, après ton bac, aller directement dans une fac américaine de la Ivy League et avoir tes frais de scolarité payés. Et ça, je trouvais ça incroyable. Et j'aurais bien aimé le savoir à l'époque. Parce que quand j'étais à Los Angeles, j'ai rencontré un Français qui avait fait ça et qui était à UCLA. Et je trouvais ça, voilà, c'était pas mal. Après, tu peux le faire plus tard en MBA, si tu veux, une fois que tu as 2, 3 ou 4 ans d'expérience. Et ça, c'est aussi une chose que nous, on pourrait faire ou certains de nos amis ont fait. Donc, mais ouais, les États-Unis, c'est possible, c'est excellent. En vrai, pour être honnête, ça éteint tout. Déjà, avec je sais, t'es bien positionné, mais si t'as fait un Harvard où je vois des gens qui ont fait Stanford, tu glisses. Ouais. Mais après, faut vraiment être bon. Faut vraiment être bon. Ouais. Des super commentaires aussi. Que via le sport études, tu peux vraiment percer aux États-Unis, ça c'est vrai. Ouais. J'ai un ami qui l'a fait. Ils sont nuls au soccer. Grave. Non, ouais, ça c'est un très bon point. Ouais. Notamment au foot, ils sont pas très forts, donc tu peux facilement te démarquer apparemment. Exactement. Et après, comme disait Nassim, tu as une autre manière. C'est pas juste après le lycée que tu peux le faire. Moi, par exemple, en école, j'ai fait un échange à Cornell aux États-Unis. Et du coup, tu as la différence entre, pour ceux qui connaissent, entre undergrad, donc c'est tout de suite après le lycée, et grad school. Donc undergrad, c'est un peu ce qu'on voit dans les séries américaines, ils font la fête, etc. Avec les fraternités. Le niveau est pas ouf si on compare avec la France. Ou la France, je pense qu'on est quand même au-dessus. Par contre, au niveau grad school, je trouve qu'ils sont beaucoup plus sérieux. Donc les grandes écoles type Harvard, Cornell, MIT, etc. C'est quelque chose qui est accessible pour nous aussi. Donc à travers nos écoles, ou même en faisant des candidatures quoi. Et même grâce au sport. Ouais. Qui était pareil. Et juste là-dessus, pareil, donc moi donc sur les 3 ans HEC, j'ai passé 1 an et demi à l'étranger. J'ai fait un échange aux États-Unis à Austin, dédicace Tim Austin si vous êtes là. Et j'ai passé 1 an en Inde. Donc comme le disait Mehdi, c'est soit un échange, où là vous repartez pas avec un diplôme, soit il y a des partenariats avec des doubles diplômes. Ou un stage. Moi, Los Angeles, c'était un stage. Ah oui, non, je te parle de l'académique. Ouais, académique. Et sinon, voilà, il y a des doubles diplômes en place. Je crois qu'à HEC, un double diplôme avec MIT. Bon, il est brandé, mais je crois qu'il n'y a pas énormément de place, donc il faut voir. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez les meilleures écoles américaines ou même britanniques, en France, vous êtes traité au même niveau, si ce n'est mieux que HEC et compagnie. Et à l'étranger, vous êtes largement mieux valorisé. Donc, j'ai eu vraiment beaucoup d'amis qui ont fait London School of Economics, Oxford, Cambridge. C'est vraiment des fois, de notre vision un peu française, on se dit, mais les mecs, c'est un truc inaccessible. Encore une fois, il n'y a rien d'inaccessible. Et il faut tenter sa chance. Après, il y a une question de fond qui se pose parce que c'est des écoles coûteuses. Là-bas, je ne pense pas y a l'apprentissage. Donc, je sais qu'il y a des bourses qui existent, mais ça vaut la peine de se renseigner et de poser des questions. Ouais, et franchement, ça dépend. Moi, par exemple, à Cornell, j'ai pas payé de frais de scolarité, quoi. J'ai payé l'assurance santé, comme tout le monde, un peu comme la MDE, etc. ici. Mais ça coûtait rien. Donc, renseignez-vous en effet sur les partenariats des écoles. Je sais, comme tu dis, à HEC, ils ont Yale, ils ont MIT, le SCP à MIT, Cornell, etc. Les SEC, ils en ont 5 à 10 aussi, donc pas mal en Ivy League. Donc, renseignez-vous. Et j'en profite aussi pour passer le coucou à Léa qui nous regarde, avec qui j'étais à Cornell. Si. Nice. Je vois là une question sur le conseil en strat. Ça, on en parlera peut-être à la fin ou lors d'une autre interview. Mais globalement, il y a beaucoup de documentation. Et j'ai rédigé, je peux te renvoyer là-dessus. Alors, qui a envoyé ça? Mohamed, si tu vas sur mon profil LinkedIn, petit moment marketing, j'ai rédigé un article, comment se préparer aux études de cas. Tu peux aller le consulter et n'hésite pas si tu as des questions supplémentaires. Et je pense qu'on pourra refaire peut-être un focus là-dessus s'il y a de la demande. Alors, sur les autres questions, et dites-moi si vous voulez qu'on passe, j'avais mis quoi
parle-nous de tes plus grosses galères. Je pense qu'on en a pas mal couvertes. Je sais pas si Nassim, tu veux rajouter quelque chose. Je pense que le premier stage, c'est vraiment le truc le plus difficile à choper. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui cherchent leur stage en ce moment. Je pense que appuyez-vous vraiment sur votre réseau. J'avoue, j'ai une bonne technique de charreau à partager qui marche vraiment et qui est incroyable. C'est de targeter les entreprises. Donc, tu fais une liste avec les entreprises où tu veux aller et le type de poste que tu veux faire. Et ensuite, tu vas sur LinkedIn, tu tapes le nom de l'entreprise, tu mets LinkedIn, tu tapes le nom de l'entreprise, tu regardes le nom des directeurs dans cette entreprise-là, et tu vas ensuite sur le site internet de cette même entreprise, tu essayes de retrouver la forme du mail. Donc, souvent, c'est première lettre du prénom, .nom, @xx.com ou un truc comme ça. Et tu essayes de reconstituer, en fait, le mail et le nom de la personne. Comme ça, tu as le mail pro de la personne et tu envoies un mail entre 8h et 10h du matin. Souvent, le lundi, ils sont dans les mails et t'envoies ton CV et t'expliques en 3-4 lignes pourquoi tu aimerais faire un stage là-bas. Et ça marche de ouf. Parce que les trucs où tu postules en ligne sur les sites, il y a une statistique énorme, c'est que 70% de ces offres-là sont déjà pourvues dès qu'elles sont publiées. Donc ça, c'est... Ouais. Ça sert à rien de s'épuiser avec ces offres-là. Donc, tenter la technique de Charo, reconstituer le mail, harceler les gens, appeler tout le monde. Ça peut venir de n'importe où. Vraiment, mais ça peut venir de n'importe où. Donc, parler aux gens, demander. Quand vous cherchez, il faut que tout le monde le sache. Mais vraiment, genre, faut que limite vous fassiez le forceur comme nous, qui vous demandons d'aimer et de follow Grinta. Mais voilà. N'hésitez pas à utiliser cette technique et à en parler autour de vous. Et il n'y a que la persévérance qui fonctionne, qui marche, qui donne des résultats. Ouais, c'est ce qui a marché pour moi aussi d'ailleurs. Top. Entre 8h et 10h. Peut-être juste, si on peut finir sur la section là, école de commerce, on a pas mal parlé. Donc juste, phrase un peu provocante, bullshit ou pas école de commerce? Vas-y, Mehdi. Ouais, t'as des trucs bullshit évidemment, mais pour moi, la vérité, je serais pas où je suis aujourd'hui. Je serais aujourd'hui sans l'école de commerce. J'ai voyagé, j'ai rencontré enfin, je me suis fait un réseau de malades. J'ai trouvé le job qui m'a fait en fait grâce à ça. Donc je peux pas dire bullshit. D'ailleurs, non, pour moi, le bullshit, enfin, il y a des cours bullshit et franchement, il y en a, j'en ai vu. Il y a toute une espèce de hype autour de l'école de commerce ou même quand tu vas dans le contenu, des fois tu pousses, on te fait faire que des exposés et tu fais que on t'apprend à parler, on t'apprend à te comporter, à travailler en groupe. Donc, en termes de réflexion purement intellectuelle, c'était pas les moments les plus intenses. Après, typiquement, c'est pas bullshit parce que les soft skills, je pensais que c'était bullshit avant et en fait maintenant dans mon taf, limite j'utilise plus ce que j'ai appris en école de commerce que ce que j'ai appris à la fac, alors que c'était beaucoup plus difficile d'apprendre ce que j'ai appris à la fac parce que c'était plus technique. Mais juste comment tu te comportes, avoir les codes, apprendre les codes, tout ça, c'est un apprentissage que j'ai fait en école de commerce. Aujourd'hui, dans mon taf, m'aide beaucoup plus à connecter avec mes clients et avec mes collègues que ce que j'ai fait avant. Donc, forcément pas bullshit. Maintenant, il y a un peu on met un peu, des fois ils abusent, mais bon, tranquille. Non, ouais, je suis d'accord avec les deux réponses précédentes. Je pense et l'avantage, c'est que c'est souvent des parcours à la carte. Donc, c'est à vous de choisir en fait les cours et vous pouvez faire votre due deal en amont et essayer d'identifier les cours intéressants. C'est ce que j'ai essayé de faire pour éviter les cours pas intéressants. Ensuite, comme disait Nassim, il y a des cours qui me paraissaient bullshit, mais avec du recul, en fait, c'est les plus importants. Typiquement, il y en avait un, c'était quoi? Leading Organizational Dynamics, ce genre de cours qui paraissent bullshit. En fait, c'est super important. Comment comprendre les objectifs des différentes équipes, comment travailler avec eux. Donc, ouais, tout ce qui est soft skills, c'est super important dans la vraie vie. Donc, à ne pas sous-estimer avec du recul. Et ensuite, voilà, moi, il y a aussi la prépa qui m'a beaucoup aidé. Je pense que c'est vraiment complémentaire. Prépa, c'était vraiment hard skills ou connaissances et plus soft skills école de commerce. Et après, tout ce qui est asso, stage, expérience en France et à l'étranger, ça, je pense que ça a vraiment énormément de valeur. Donc, non, moi, globalement, je recommande pas mal. Ensuite, j'avais mis les amis. Je sais pas si on peut aller vite fait là-dessus. Moment le plus kiffant de l'école de commerce.
pour moi, limite, je le dirais au taf d'après. Parce qu'en vrai, si tu veux vraiment envoyer du lourd sur le kiff, il vient vraiment du taf que tu peux avoir après l'école. Ok, vas-y. Enfin, donc, je sais pas, il y a une question, c'était dans quel domaine travaillez-vous en ce moment? Ah, vas-y, bah, on peut aller là-dessus. Et au pire, s'il y a d'autres questions, on pourrait y revenir sur l'école de commerce. Donc, on s'est tous rencontrés chez McKinsey et compagnie, qui est un cabinet de conseil en stratégie, qui conseille des entreprises, mais aussi des gouvernements sur des thématiques très diverses. En gros, des fois, on me demande c'est quoi ton métier? Je dis quand tu es malade, en général, tu vas chez le médecin. Quand une organisation est malade, elle vient chez nous. Et en gros, c'est soit on les aide à s'améliorer, soit on les aide à régler un problème, etc. Et du coup, c'est un taf où on était, nous, vu on s'est tous rencontrés à Casablanca. Moi, maintenant, je suis au bureau de Paris. Mais en gros, à Casablanca, on faisait beaucoup de projets overseas, enfin à l'étranger. Et du coup, on voyageait beaucoup. Donc, pour moi, le moment le plus kiffant, c'est parce que mon école de commerce est l'une des seules écoles cibles de McKinsey. Donc, déjà, si je voulais aller chez McKinsey, fallait faire cette liste des 7 meilleures écoles en France. Et deux, une fois que tu es rentré à l'intérieur, le moment le plus kiffant, frère, c'est la business class. Tu peux me parler de ce que tu veux. Mon pote, quand tu arrives, tu vas pour la première fois en mission, en business class. La gueule, elle arrive, vous voulez un rafraîchissement. Tu dis, mais rafraîchis-moi. Mais rafraîchis-moi fortement. Moi, j'adore le jus de tomate depuis que je vais en business class. C'est génial, le jus de tomate. Je savais même pas. Business class, c'est dans l'avion. Hein. C'est les sièges tout devant. C'est encore mieux que la first class, je crois. Non, mec. First class, c'est un autre truc. First class, je crois que c'est pour Qatar Airways. Mais voilà, c'est un cabinet de conseil. Et moi, j'ai surtout fait des missions de secteur public. Bilal, c'était surtout de la banque, je crois. Ouais, et consumer un peu. Et Mehdi, t'as fait quoi? Franchement, moi, j'ai tout fait. J'ai fait du sport, j'ai fait de la mine, j'ai fait franchement des dingueries. Des choses vraiment ouf. Ouais, ça, c'est vraiment top. La diversité, vous pouvez vraiment tout faire. Et ça, franchement, c'était une très, très bonne expérience là-dessus. Ouais, je me rappelle pour revenir juste sur ce que disait Nassim, donc ouais, ce qui est vraiment top, c'est qu'il y a une diversité de secteurs. Donc si vous êtes indécis, c'est vraiment top parce que vous pouvez continuer à explorer. Et en termes d'apprentissage, c'est génial parce qu'il y a quand même une boîte à outils et qu'on peut sous-estimer. Certains, je sais, affirment que c'est bullshit. En fait, c'est super utile. Et moi, j'ai quitté le conseil pour info et maintenant, je travaille dans une startup. Et toutes ces outils, ces frameworks et compagnie, ils m'aident au quotidien et c'est super important. Et on voit vraiment l'écart, en fait. Et ça apporte vraiment beaucoup de valeur. Et après, voilà, la diversité aussi des interlocuteurs, pouvoir échanger avec des membres du top management, C-level, CEO, des ministres et compagnie. Moi, j'avais pas l'habitude. Je pense que c'est la même chose pour vous. Et du coup, c'est très flatteur et positif. Ouais, moi je suis d'accord. Moi, ça m'avait choqué. Je me rappelle ma deuxième semaine, je suis arrivé. J'avais 21 ans. J'arrive dans le bureau du ministre de l'économie de la Mauritanie. Et le mec, il me fait un café. Pour moi, j'étais au top de ma life. J'ai réussi. Ah, gars, j'ai percé. Ah, je suis mort. Sur cette première semaine, j'ai fait différent. Franchement, c'était le feu. Après, en effet, je vois des commentaires sur les horaires. Franchement, si tu veux apprendre, si tu veux tirer tout ce que tu veux attirer, franchement, la contrepartie pour nous, c'était des horaires un peu difficiles. Ouais. Après, ça dépendait des missions. Moi, ça aussi, c'est un autre mythe. Genre, si tu vas en conseil, tu vas pas dormir la nuit. Non, c'est faux. C'est pas vrai. Ça dépend des missions. Tu vas pas faire un 9h-17h, tu vois. Non, tu vas pas faire un 9h-17h. Tu vas faire un. Enfin, j'ai peur d'en créer un truc dans la tête des gens. Tu vas faire un 9h20, 21h en moyenne. 19. 22. 9h, 20h en moyenne. Peut-être juste, Nassim, si on peut donner un peu de perspective. En gros, je pense qu'en termes de charge de travail, les métiers les moins raisonnables, pour moi, ça reste, de ce que j'ai compris, cabinet d'avocat, banque d'investissement. Là, on est sur du 2h du mat en moyenne, 3h parfois, beaucoup de nocturnes. Ouais, le M&A surtout.
Conseil en strat, ça reste plus raisonnable. Ça varie énormément selon les projets, mais ça reste beaucoup plus important qu'un métier classique. Donc après, voilà, il faut regarder aussi le salaire horaire et les autres aspects. Mais typiquement, voilà, moi, je voulais aussi un équilibre de vie plus sain et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis parti. Mais quoi qu'il arrive, c'est une carrière qui apporte énormément. Donc voilà, il faut juste se poser la question, est-ce qu'on souhaite faire ça tout au long de sa vie et devenir partenaire, ce qui est l'évolution un peu, l'étape ultime, ou on voit ça comme une transition et auquel cas, il y a d'autres choses à l'extérieur. Mais en tout cas, ça aide beaucoup, même si vous quittez ce domaine-là. C'est des compétences comme ce que je disais sur la prépa qui vous aident tout au long de votre carrière. Ouais, il faut savoir que la moyenne chez McKinsey, c'est 22 mois. Donc, il y a beaucoup de gens qui restent et qui repartent. Enfin, tu sais, une fois, à partir du moment où tu as compris, tu as développé le toolkit de consultant. Après, tu te poses des questions, mais en fait, c'est une expérience, elle est incroyable parce que oui, tu es. Salut Wilfried. Il y a une grosse, ouais, voilà, tu travailles beaucoup, mais en contrepartie, tu voyages, tu rencontres des gens intéressants, tu travailles sur des thématiques sur lesquelles tu pensais jamais travailler. Et enfin, moi, j'ai passé 7 mois au Togo, 6 mois en Algérie. Tu m'aurais dit ça il y a 2 ans, je t'aurais dit jamais. 1, 2, 3, tous les Algériens sortis des drapeaux. mais voilà, donc je pense que la contrepartie, elle est vraiment, c'est l'un dans l'autre, t'es gagnant, tu vois. Ouais, aucun regret avec du recul, ouais. Et je pense que tu verras Nassim quand tu auras quitté, parce que moi aussi j'ai quitté il y a 1 mois seulement. Quand tu quittes, en fait, toutes les portes elles s'ouvrent en fait. Enfin, pas toutes, j'exagère un peu, mais tu pèses. Non, c'est solide. Mais encore une fois, fermé avant. Tu mets le badge, tu mets ton badge. Voilà, j'ai fait du conseil, j'ai fait McKinsey. Exactement. C'est le même que Manchester United. Même si tu étais remplaçant, tu es un ex Manchester United. Tu peux faire toute ta vie à Dijon après. Tu es un ancien. Moi, ça s'appelle le joueur Amiens, Kakuta. Non, mais Julien Faubert, tu peux pas parler avec Julien Faubert. C'est un ex du Real Madrid. Donc, il a joué au Real Madrid toute sa vie. Et donc, alors que c'était pas le meilleur joueur. Mais quand tu as fait HEC ou quand tu as fait McKinsey, après, c'est toute ta vie que les gens essaient de du nez. Et juste, moi, la perception que j'ai eue, en fait, et ça, je m'en rends compte tout au long depuis un moment. En fait, plus tu avances et plus tu te rends compte qu'il y a des gens qui pèsent, entre guillemets. Je sais pas si vous avez le même sentiment. Après, encore une fois, le postulat, là, c'est que la réussite professionnelle est importante. On peut avoir un autre débat philosophique sur est-ce que c'est vraiment important, je pense, en partie, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Mais en fait, plus j'ai avancé, donc j'étais à Beaumont, je suis allé en prépa. C'était un nouveau monde, ça me paraissait être, tu vois, la crème de la crème. Ensuite, tu rejoins HEC, tu as l'impression d'être avec la crème de la crème. Ensuite, tu rejoins McKinsey, tu as l'impression d'être avec... Et en fait, il y a toujours des domaines qui peuvent vous enrichir. Et je pense qu'en termes d'état d'esprit, c'est toujours important de se dire que t'es jamais arrivé au bout. Et ce que disait Nassim sur le point d'arrivée, pour moi, il n'y en a pas un fixe, en fait. C'est ça. Et faut pas. En fait, moi, je pense que le point qui est important, qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas se laisser impressionner. Moi, je suis arrivé en école de commerce, je n'étais pas impressionné. Je suis arrivé chez McKinsey, je n'étais pas impressionné. Là, parce qu'en fait, je vais arriver dans. Je ne vais pas être impressionné. Il faut se dire, tu vois, les gens, ils sont normaux, quoi. Tu vois, c'est accessible à tout. Moi, je pensais que c'était des génies à l'ESSEC. Il n'y a pas que des génies. Quand tu arrives chez McKinsey, pas que des génies. Et en fait, quand tu es dehors, tu te dis, ouais, les mecs, ça doit être des machines. Et quand ensuite, toi, tu arrives et que tu te dis toute ta vie, tu as joué à FIFA alors qu'eux, ils révisaient. Et maintenant qu'on est dans la même. On fait le même travail, tu vois que toi, tu vas plus vite et tu es plus fort. Bah, tu te dis, rien n'est impossible. Il y a 2 questions qui m'ont un peu marqué. C'est la question de quand toi, tu as réussi, est-ce que tu ne sens pas un décalage? Et la deuxième, c'est est-ce qu'on est prêt à aider? Enfin, pour moi, Grinta, c'est totalement ça. C'est que sinon, on perce tout seul dans notre côté, ça ne sert à rien. En fait, ce que j'ai fait, si ce que je sais, je ne le partage pas, c'est-à-dire que c'est mon échec à moi. Et il n'y a pas de réussite individuelle, et qu'une réussite collective. Donc, tout l'objectif de ce groupe, c'est de déjà give back. Donc, notre objectif à nous, ça va être de vous donner, enfin, à notre échelle, on a même plein de choses à apprendre et surtout, on veut partager avec d'autres. On nous a donné, on veut juste aider dans les domaines qu'on peut. Mais clairement, nous, on est aussi dans une logique où, en fait, on s'enrichit mutuellement et c'est, je pense, l'objectif. Exactement. Et plus sur comment je me sens moi, comment nous on se sent par rapport aux gens avec qui on a grandi.
Enfin, je pense que il y a une chose importante, c'est de toujours garder le lien et de pas. Tu vois, dans les générations d'avant, il y en avait beaucoup qui, quand ils réussissaient, ils partaient parce que quand ils revenaient, ils sentaient qu'on leur fait. Tu vois, vraiment, ils n'étaient pas contents, les gens, tu vois, ils sont pas sentis poussés, tu vois. Alors que moi, vu que je rentre tout le temps dans ma ville, j'habite, enfin, et que je suis souvent là où j'ai grandi, j'ai vraiment l'impression. Enfin, je me rappelle une fois, je rentrais du Togo, justement, où on conseillait le gouvernement, et je rentrais dans mon quartier, et, euh, et je vois les gens qui me voient et qui sortent du taxi en costard, et les gens étaient contents pour moi. Et je pense que voilà, si tu gardes le lien naturellement, les gens se rendent compte pas pour toi. Et quand moi, demain, s'ils ont besoin s'ils connaissent quelqu'un qui a besoin d'un stage, ou si eux, demain, ils montent une entreprise et qu'ils ont besoin de fonds, enfin, ma porte est toujours ouverte. Je mettrai toujours à disposition de mon réseau et je serai toujours les premiers à les aider. Et en fait, c'est ça qui me donne en fait, c'est toute notre force. C'est que nous, on n'a pas envie de changer, on veut rester nous-mêmes. Et, euh, et, et voilà, c'est tout. C'est juste, en fait, il faut pas avoir honte d'où on vient. Il faut pas, c'est trop les anciennes générations, dès qu'ils ont percé, ils ont essayé de changer et de partir loin et de jamais revenir. Alors que nous, l'idée, c'est vraiment si avant je faisais des fautes de français, aujourd'hui je fais les fautes de français, mais je fais exprès de les faire. Et c'est ça la différence. C'est que tu m'enlèveras pas qui je suis. Loïc qui te soutient. Nice. Attends, je voulais juste regarder là s'il y a d'autres questions. Sinon, je pensais juste peut-être un point par rapport à ce qu'on est prêt à aider de façon concrète. Donc, comme j'ai mentionné, donc là, encore une fois, juste un petit moment de pub, mais pour ceux que ça intéresse, un retour d'expérience plus détaillé sur HEC, et notamment la voie prépa. Pareil, j'ai rédigé un article ultra détaillé, donc j'ai pris beaucoup de temps à le faire. Et l'objectif, c'est d'essayer de rendre les choses scalables. Ce qui est parfois frustrant, c'est de devoir expliquer la même chose à la même personne. Et ça, je trouve que c'est vraiment pas efficace. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de partager du contenu à un plus grand nombre. Et c'est l'objectif de Grinta. Et typiquement, donc là, si vous allez sur mon profil LinkedIn, Bilal Abdallaoui, il y aura les deux articles. Le premier sur McKinsey, comment intégrer McKinsey, et le deuxième, comment intégrer HEC avec mon retour d'expérience. Et n'hésitez pas aussi à voir le retour. Je l'avais fait lire à Mehdi, je crois qu'il était globalement d'accord. Mais voilà, vous pouvez aussi compléter avec le parcours de Nassim et Mehdi ou plein d'autres. Mais voilà, l'objectif, ça va être de partager du contenu de façon scalable afin que ça puisse aider le plus grand nombre. Vous pouvez ressentir l'aspect Startup Nation. On aime bien tout ce qui est scalable. Dédicace à tous ceux qui sont dans la tech. Ouais, scalable, juste pour ceux qui ne savent pas, c'est de pouvoir toucher le maximum de personnes. Voilà, mettre à l'échelle. C'est ça, ouais. Top. Peut-être, je ne sais pas si on veut juste donner un peu sur la partie juste grande école de commerce. Qu'est-ce qu'on peut espérer en termes de package, si ce n'est pas tabou? Sans rentrer dans trop de détails. Franchement, une telle diversité des sortes, c'est difficile à dire, ça peut aller du zéro, tu vois. Enfin, pour moi, il y a trois grands. Enfin, il y a deux groupes. Il y a la fusion-acquisition, la banque d'affaires, la finance de marché et le conseil en strat ou les cabinets d'avocats. Et il y a un deuxième groupe où tu peux être très bien payé, mais c'est un peu en dessous. Mais après, tu vois. C'est juste une question après d'industrie. Mais bon, dans le premier groupe, parce que je sais que ça peut intéresser beaucoup de gens, en gros, si tu fais de la finance en sortant de l'ESSEC, tu peux être directement à fixe plus bonus à plus de 100K. Tu fais du conseil d'état. Ça veut dire 100 000. 100 000 euros par an. Après, il faut enlever les impôts et tout. Si tu veux faire du cabinet d'avocat, je sais que c'est très difficile, mais là, tu vas taper des salaires de dingue où tu peux aller jusqu'à 120, 130, 140 dès la première année. Et après, il y a des gens qui sont à 250 au bout de 3 ans, donc avant 30 ans. Et après, tu as le conseil en strat où là, tu commences entre 50 et… Tu as le conseil en strat, conseil en général. Il y a une petite différence, mais bon, voilà. Tu as entre 50 et 70 en première année et très vite, après, tu vas monter. Ouais, ça et après, tous les autres. Mais la moyenne, elle se situe autour de 50K, entre 40 et 50K. Voilà. Après, si tu vas à l'étranger, tu vas à Dubaï, ta première année, tu vas être à 4 000 euros, 5 000 euros net, tu vois, parce que ton fixe égale ton net, ton brut égale ton net. Mais après, voilà, mais en France, c'est ça un peu les tranches. Donc, voilà. C'est très variable.
Il y a quelques métiers qui payent très très bien et ça c'est en première année. Après ça augmente très très rapidement. Après c'est aussi important de prendre en compte d'autres aspects comme on vous a dit, l'équilibre de vie, d'autres aspects et calculer aussi le taux horaire pour voir par rapport à la charge de travail vous êtes payé combien. Mais globalement ça permet de rentabiliser même si vous payez une école de commerce, ça permet de la rentabiliser assez rapidement. Alors je pense que là on est bon et ça fait déjà 1h30. Donc ouais, de ouf. Que on va commencer à closer, non? Ouais, grave. Peut-être juste questions généraux pour les étudiants, si vous voulez les laisser avec un petit message et après on passera à la conclusion de Mehdi. Ouais. Moi, un seul conseil, pour être très bref, c'est qu'il ne faut pas limiter son ambition. Pour moi, il y a toujours une solution si tu travailles pour ce que tu veux. Donc, tu vois, limite jamais tes ambitions. Vise la Lune et au pire, tu arriveras sur, tu vois, ou vise Mars et au pire, tu arriveras sur la Lune. Tu vois. Donc, hashtag, comment il s'appelle? C'est je sais pas. Ah ouais. C'est Mehdi qui a dit ça. Mehdi El Moti, non, c'est pas ça? Pas mal. Capacité à improviser, j'aime. Ouais, qui a dit ça. Mais en tout cas, ouais, ça c'est mon conseil, c'est pas limiter. Oscar Wilde, dédicace. Je crois qu'Inda était dans les viewers. Elle a une fibre littéraire. Non, mais c'est ça. C'est pas limiter son ambition et faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Top. Nassim? Moi, je veux dire, n'attends d'applaudissements que de toi-même et tu seras libre. Ouais, après, en vrai, pense à tes proches. Pense à tes proches. Parce que, ouais, je peux te donner tous les conseils, mais moi, quand c'était vraiment dur, quand c'était vraiment difficile, je me dis, mais attends. Ça veut dire que là, si je réussis cet entretien, je vais avoir cette école-là qui va me permettre d'avoir ce salaire-là, et du coup, je vais pouvoir emmener ma daronne dans cette destination-là. Si ça te motive pas, c'est que c'est compliqué. Donc, vraiment, pensez à vos proches. Vous faites pas les choses que pour vous. Votre réussite, c'est pas que la vôtre, c'est la réussite de votre mère, de votre père, de votre frère, de votre sœur, de tout votre quartier et de tous les gens qui vous supportent, même si c'est une zone rurale. Mais voilà, faites les choses pour vous et pour les autres, mais n'oubliez jamais pourquoi vous avez commencé. Top, solide, difficile de passer après ça. Non, moi, donc j'avais 3 messages. Le premier, c'est les études, c'est super important. C'est une voie vers la libération. Et au-delà de ça va vous former, permettre de comprendre le monde. Et le plus important derrière, c'est d'apprendre à apprendre. Parce que ça ne va pas s'arrêter à la fin de HEC. Je continue à en apprendre tous les jours et de n'importe qui. Donc là, hashtag apprentissage continu. Deuxième, entourez-vous des bonnes personnes, que ce soit dans la vraie vie, donc vos proches, des gens qui vous tirent vers le haut et qui veulent votre bien. C'est malheureusement pas toujours le cas. Et aussi sur les réseaux sociaux. Franchement, de nos jours, on a accès à l'information. Il y a des killers, et en fait, la difficulté, c'est juste trouver les bonnes personnes qui sont dignes de votre confiance et qui vont vous élever. Donc, c'est super important de trouver les bonnes personnes là-dessus. Et enfin, j'ai ajouté un élément, c'est plus lié à mon recul. Surfer sur les dernières tendances et voyez ces tendances comme des éléments de différenciation qui vont vous permettre de vous démarquer. Et je pense à quoi, notamment? À la technologie. Typiquement, les développeurs, il n'y avait pas d'HEC pour les développeurs. Donc, en fait, le diplôme, étant donné la disruption, est devenu inutile. Et là, on recrute uniquement sur tes capacités. Donc, essayez d'identifier des nouvelles tendances qui sont nouvelles et où les gens ne sont pas à l'aise. Et là, vous allez vraiment cartonner dans la vie. Et typiquement, les développeurs, ils ont vraiment cartonné. Et toutes les barrières liées à la maîtrise de la langue, philosophie, etc. n'existent pas là-dessus. Et il y a une deuxième tendance qui est intéressante, notamment pour ceux qui incarnent la diversité, c'est qu'il y a un push pour la diversité, donc plus de femmes, mais également plus de personnes de couleur de façon générale, surtout dans les pays anglo-saxons. Mais beaucoup des boîtes les plus influentes sont anglo-saxonnes. Et du coup, essayez de voir comment surfer un peu sur cette vague-là. Ça va pas tout vous permettre, et je pense pas qu'il faut se contenter de ça, mais essayez de vous positionner là-dessus. Et le dernier message, c'est beaucoup d'obstacles. Mais il y a plein d'opportunités également et in fine, ça dépendra de vous et de votre capacité à les saisir. Donc, c'était tout de mon côté. Mehdi, si tu veux enchaîner avec la conclusion. Avec plaisir. Non, moi, je voulais juste vous remercier en fait tous de vous être joints à nous aujourd'hui, en particulier aux téméraires qui sont restés jusqu'au bout. Donc, merci, vous êtes des vrais. Ça représente beaucoup pour nous, ça touche vraiment profondément. Juste avant de conclure, je vais aussi faire le forceur un peu comme Nassim tout à l'heure. Je vais vous encourager à cliquer sur j'aime, à vous abonner sur la page Facebook pour rien manquer de ce qui arrive. Si vous avez pas aimé, autour de vous. Si vous avez aimé, vous allez encore plus aimer. Donc faites-le. Et je vais juste rappeler rapidement le concept avant de conclure. Grinta, c'est la chaîne qui a un seul objectif, c'est votre réussite. Au cours des prochaines semaines, on va partager des séries d'interviews de
de 20 à 30 minutes avec des personnes qui ont réussi dans leur domaine, malgré la difficulté, à l'aide de leur grinta, de leur rage de vaincre. Les profils seront différents, il n'y aura pas qu'un seul modèle de réussite parce qu'il n'y en a pas qu'un seul dans la vraie vie. Et on va vous présenter des stars un peu dans tous les domaines. Donc n'hésitez pas aussi à nous faire part de vos recommandations, de vos conseils, à nous donner des idées de profils, de personnes. Et on remercie ceux qui l'ont déjà fait. Je pense que c'était hyper utile. Ça nous a aidé aussi à faire ce premier live. Et à bientôt. Et rappelez-vous aussi qu'en fait, c'est facile. Top. Et peut-être juste Mehdi, si je peux juste insister là-dessus, n'hésitez pas à nous donner aussi votre feedback, les aspects que vous avez appréciés. Comme je vous ai dit, c'est notre premier live et on veut continuer à s'améliorer. Ce qu'on peut également améliorer et surtout, si vous pouvez partager, et en particulier avec notre cible qui sont les lycéens qu'on veut vraiment inspirer et donc les étudiants L1, L3 et au-delà, mais c'est vraiment le cœur de la cible, donc n'hésitez pas à partager. Ouais, merci à tous. Un an, vous me donnez confiance pour reprendre mes études en master finance si possible. Tout est possible. Donc, on est content que ça ait pu aider déjà. Donc voilà, en effet, la cible, c'est plutôt jeune, mais n'importe qui qu'on peut aider, on est super content de les aider. Excellent. Bon, bye bye tout le monde. Infiniment. Prenez soin de vous. Bye. Portez-vous bien.